Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Comme toute année qui débute, elle débute par une tradition, vous venez de l'entendre, ou plutôt une convention. Vieille comme le calendrier, celle de s'adresser nos meilleurs vœux. Alors de peur de passer pour des malpolis, mes co-hosts l'ont déjà fait, donc on va le refaire. Bonne année, meilleurs vœux. Voilà. La santé surtout. Voilà. Bon. Seulement l'expérience de ma courte existence m'a montré qu'une répétition de l'exercice au cours des ans n'y fait rien. Le monde se porte au plus mal et rien ni personne ne semble vouloir faire infléchir la tendance, à part peut-être l'horreur du dimanche en toute modestie. S'enchaînent alors torts et traumas, nous sommes désenchantés. T'es KO. Et oui, cette année, l'esprit de Noël n'a pas effacé le spleen de décembre, le vin, la bouffe et les bûches m'ont filé du reflux sans me faire avaler l'amertume ambiante. En bon millénial que je suis, je ne me suis même pas trémoussé sur un petit Britney au Nouvel An, c'est vous dire. La thématique du jour tombe alors sous le sens. Derrière le strass et les paillettes se cachent le mal et la corruption, pour ne pas dire la loose et la pourriture. Bonne année, bonne écoute, meilleurs vœux. Mais ce soir, c'est plus gai, c'est notre petit réveillon à nous. Ça va, Lélé ? Oui, ça va. Par contre, moi, je t'ai vu danser sur Toxic. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ah, puis t'as mis ton petit chapeau sur la tête et puis t'as ta langue de belle-mère pour faire tut-tut. Lola à la forme ? Ben ouais, très bien, ouais. Tu digères tes kilos de faux gras, là ? Le faux gras et le champagne, oh mon Dieu. Camille, ça va ? Ben ça va. Tu viens pour le before de l'after ou... Mais l'after du bivouac, on sait jamais. Tu sais. Ah oui, et j'oubliais celui dont on ne doit pas oublier le nom. Notre ingé son star, dont le melon lui permet à peine de faire tenir son casque sur les deux oreilles. Fabulous Brice, ou Fabrice. Brice pour les intimes. Ça va, Brice ? Ça va, merci. Et sans plus attendre, on commence l'épisode 18 de l'horreur du dimanche avec le film que j'ai sélectionné et c'est Perfect Blue. Action! Il n'en est pas question. Le photographe avec qui tu as bossé y est passé aussi. Quoi? Comment? Ne te fais pas de soucis, jamais je ne changerai. Je suis là et je serai toujours avec toi. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi, qu'il apparaisse sans qu'on s'y attende, qu'il vienne se mettre à rôder. Mais qui es-tu? Tu ne pourras plus jamais revenir dans la lumière. Qu'est-ce qu'elle est bien cette bande-annonce. Moi j'aime bien, mais même en français, je trouve que ça passe. Donc je vais vous parler de Perfect Blue. Perfect Blue, film d'animation. D'ailleurs, c'est peut-être le premier film d'animation qu'on traite dans l'heure du dimanche, je crois. Tout à fait. Donc film de Satoshi Kon, sorti en 1997 au Japon. Année particulièrement importante pour le cinéma d'animation japonais, puisque c'est l'année de sortie, je crois, d'un certain Princesse Mononoke. Et période faste pour le rayonnement de l'animation japonaise, notamment en France, puisque c'est dans cette période-là qu'on verra arriver Akira un peu avant, je crois, et Ghost in the Shell. Donc c'est un peu la période des blockbusters, la période d'exportation, en tout cas de gros blockbusters de l'animation japonaise en France. Donc une période importante pour la visibilité de ce nouveau, entre guillemets, que je fais avec mes doigts, pour ce nouveau cinéma pour le public français.
Alors, Satoshi Kon, donc l'auteur de Perfect Blue, le réalisateur, Satoshi Kon, il a commencé comme mangaka et c'est un réalisateur qui a eu une œuvre majeure en fait dans l'histoire du cinéma d'animation japonais, mais très courte, car il a disparu à l'âge de 46 ans. Et il a réalisé que 4 longs métrages, et Perfect Blue c'est le premier. Une œuvre qui a été courte, mais qui a eu un retentissement et un héritage très très important. On va revenir un petit peu dessus. Donc je vous le disais, Satoshi Kon était initialement connu par le manga, notamment le manga Opus, qui raconte l'histoire d'un mangaka qui est aspiré par sa propre œuvre. Donc il y a déjà cette thématique qui lui est chère, qu'on va retrouver au fil de son œuvre. Et puis il a travaillé sur différents projets. Il a notamment travaillé avec le nom du réalisateur d'Akira m'échappe, mais on le rajoutera. Mais il a travaillé avec lui. Otomo, exactement. Merci Léo. Il y en a un qui suit. Ouais, il y en a un qui suit. Nous deux, on se regarde. Bon. Les poules. Si vous voulez en savoir plus et beaucoup plus sur la vie et l'œuvre de Satoshi Kon, vous pouvez regarder ses films, mais vous pouvez aussi regarder le film documentaire de Pascal Alex Vincent, qui est prof de ciné à Sorbonne, je crois, et donc qui a réalisé un documentaire qui est sorti au cinéma en 2021, qui s'appelle Satoshi Kon l'illusionniste. C'est très bien. On peut le trouver en DVD. C'est chez Carlotta, notamment. Donc Satoshi Kon a largement été influencé par le style d'Otomo pour lequel il a travaillé. Et puis, alors qu'il travaille sur des projets qui sont essentiellement les projets des autres, il est repéré par un studio qui se monte à cette période-là au Japon, qui s'appelle le studio Madhouse, et qui est sous la tutelle d'un certain Masao Maruyama, qui a pour projet de faire de l'animation plus adulte, et de mettre un petit peu en avant des gens qui ont des profils artistiques très très prononcés, et donc c'est un petit peu dans ce contexte qui recrute et qui met Satoshi Kon sur le projet Perfect Blue, parce que Satoshi Kon à l'époque est un peu en hype. Donc il rachète les droits du livre, parce que Perfect Blue est issu d'un livre qui s'appelle Perfect Blue, et il se lance sur ce projet qui est un projet à petit budget, ce qui le différencie de certains films sur lesquels Satoshi Kon a été réalisateur, notamment son chef-d'œuvre Paprika. Alors je le dis maintenant pendant que j'ai du temps de parole, mais pour moi Paprika c'est probablement à mon sens, le meilleur film d'animation qui n'ait jamais été fait. Et je pense que c'est probablement un des films que je trouve un des plus grands films tout court qui n'ait jamais été fait. Mais ça, c'est totalement personnel. La bonne nouvelle, c'est que je ne l'ai pas vu. Eh ben, je suis trop contente. C'est le précurseur d'Inception. Oui. C'est très très bien. Ouais. Mais un peu comme Perfect Blue, en fait, je trouve. Alors, pour vous résumer un petit peu Perfect Blue, donc Perfect Blue met en scène Mi-Marine, une jeune idol. Alors les idols au Japon, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est pas forcément évident parce ça existe toujours, mais je crois qu'on en parle quand même moins qu'avant. C'était très à la mode dans les années 80-90. Ça existe toujours de ouf en Corée avec la K-pop. Hein. Ouais, bien sûr, mais en tout cas la notion d'idol japonaise comme c'est défini dans Perfect Blue, je pense qu'à l'époque c'était c'était pas perçu par le public européen, parce que on n'avait pas eu on n'avait pas eu ce genre de phénomène. Il y avait Johnny quand même. Hein. et l'horaire du dimanche toujours aussi moderne. Ouais, Johnny, évidemment. À la pointe des références. Non, mais Dick Rivers. Eddie Mitchell, voilà, on peut pas oublier. Merci. Nos idoles à nous en France. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est une notion qui est peut-être mieux perçue effectivement avec la K-pop et tout ça. Mais j'avais l'impression que ce phénomène des idoles des années 80-90 que cherche à décrire le film, c'est un truc qui paraît un petit peu lointain, qui existe toujours beaucoup, mais peut-être qu'a changé, qu'a évolué. Je ne suis pas expert sur la question. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, les idols sont des vedettes en fait éphémères qui prêtent leurs traits et leur voix et leur corps à
des œuvres produites, en fait, des œuvres musicales produites par l'industrie musicale. Et donc, en gros, c'est une vedette éphémère, comme je disais, mais qui est intégralement conçue par des marketeurs, en fait, une idole. Et ce qu'elle a les caractéristiques des idoles, c'est que ce sont des gens qui sont interchangeables, des hommes ou des femmes. Probablement beaucoup plus de femmes à l'époque, mais qui sont un petit peu interchangeables et qui ont une carrière très courte avec une production et des agents qui ont une emprise totale sur leur image et leur mode de vie. Donc Mimarine est une jeune idole japonaise qui est membre du groupe de pop Sham. Et elle décide, après aval de ses agents et de sa production, comme je vous le disais, de réorienter sa carrière vers le cinéma. Harcelée par différents antagonistes, comme un fan toxique et une autre personne dont je ne divulguerai pas l'identité pour ne pas spoiler un des twists du film. En plus, voilà. Mima sera broyée par une industrie cruelle, ne laissant aucune place à l'individu, et progressivement perdra son intégrité artistique, physique et psychique. Alors, comment savoir si Mima est bien Mima, dans un monde dans lequel elle fait ses courses au supermarché le jour, dans lequel elle rêve d'être une autre personne la nuit, dans lequel elle chante, danse, joue la comédie sur scène, dans lequel elle interagit en ligne avec ses fans. Satoshi Kon livrait d'ailleurs avec une justesse quasi prophétique les dérives d'Internet, qui n'étaient qu'à son balbutiement. Ouais. Un monde dans lequel elle est contractuellement soumise à montrer une image médiatique élaborée par ses producteurs. Cette confusion, qui est donc inhérente à nos vies modernes, et plus particulièrement à la sienne, puisqu'elle a une vie d'idole, moi j'ai pas le même problème, Satoshi Kon la rend de manière absolument magistrale à l'écran par les outils de son médium, plus particulièrement par le montage, en optant pour une narration qui n'est pas complètement linéaire, et en laissant déborder une strate de l'existence de Mima sur une autre, jusqu'à une confusion totale, pour elle, comme pour le spectateur, et comme pour vous, pauvres auditeurs, qui m'écoutez. Monologuer depuis à peu près 5 minutes. Malgré son récit parfois volontairement confus, et là j'ose la placer parce que je l'ai écrite, ou confus, mais à dessein. C'est un animé, vous l'avez ou pas ? Le film... Le film délivre quand même quelques séquences absolument choquantes, voire horrifiques. La scène de viol, sur laquelle on va sûrement revenir, vouée à montrer que les choix de Mima ne lui appartiennent plus, mais appartiennent aux autres, aux fans, à l'industrie, qui iront jusqu'à la déposséder d'elle-même. On pourrait passer des heures à parler du film, de sa mise en scène, de sa manière de montrer Mima sur une grande scène ou confinée dans son petit appartement, mais toujours seule et toujours en lumière. On pourrait aussi s'attarder, et on va peut-être le faire, sur les différents niveaux de lecture du film, mais moi, j'ai préféré me laisser porter et laisser mes collègues en parler. Voilà, donc moi, c'est un film que je trouve vraiment génial et qui place d'emblée Satoshi Kon comme quelqu'un qui va avoir une influence majeure sur le cinéma d'animation japonais, mais aussi sur le cinéma... sur le thriller hollywoodien, en fait, dans les années à venir. On ne peut pas s'empêcher de penser à Black Swan, que moi, j'aime pas. Tu fais la moule. Ou à Inception, quand on voit Paprika. Mais en fait, là où Nolan, lui, nous fait un cours sur la physique quantique du scénario d'un télo, et que si tu n'as pas suivi dans le fond de la classe, tant pis, t'es con. Et Satoshi Kon, lui, il nous laisse porter. Il nous laisse nous faire porter, il nous laisse nous fier à nos sens, et c'est le récit qui fera sens dans votre tête plus tard. Et ça, j'aime bien. On a perdu tous les fans d'Aronofsky. Non, mais c'est pas grave. Nolan, ciao, c'est pas une grande perte. Non, désolé. C'est pas vrai, le premier est incroyable. Là, ça tabasse. Il y a eu des belles choses. Mais non, moi j'aime pas Aronofsky. Mais alors attends, parce que Aronofsky et ça on le voit très bien dans le docu que je citais. Aronofsky, il a rencontré Satoshi Kon en faisant la promotion de son film Pi. Ah bon ? Ouais. Et ça n'a pourtant rien à voir. Et il l'a rencontré un peu par hasard. Et en fait, ils se sont liés d'une forme d'amitié, en tout cas de reconnaissance mutuelle de l'œuvre. Et d'ailleurs, il y a une citation évidente dans le film d'après d'Aronofsky, qui est une citation donc, de Perfect Blue, la scène de la baignoire, où le personnage de Mima hurle dans l'eau. Et c'est une scène qui est retrouvée à l'identique plan par plan dans Requiem for a Dream. Ok. Donc il avait contacté évidemment Satoshi Kon avant pour lui en parler, et il lui avait dit ok, vas-y frérot. Ouais, ils ont eu l'air en tout cas à cette époque-là d'entretenir une forme de correspondance. Ouais.
Voilà, De bon, Guy Love. exactement. C'est pas le même propos quand même, hein, effectivement. Je Ouais, trouve. bah moi T'as pas la même manière d'aborder non plus la violence qui est faite par l'industrie, etc. Enfin, en tout cas, moi j'ai un souvenir de Requiem for a Dream qui est pas si bon que ça dans ce qu'il veut dire et tout. Enfin, je sais pas, j'avais pas trop aimé. Bah. Par rapport à Perfect Blue, moi j'ai c'est trouvé que Black Swan, plus subtil. il y avait beaucoup de choses qui ressemblent. Enfin, Black Swan, c'est différent par contre. mais Ouais. bon. Bah, il a essayé de refaire un peu Perfect Oui, Blue en oui, faisant Black oui, Swan. oui. hein, Ouais, c'est- ouais. Mais je trouvais que Euh, c'était bien fait. Mais Perfect Blue, alors ça vous a plu parce qu'on fait pas Ah oui. Oui, c'est une vrai. émission sur Aronofsky. On pourrait, hein, si vous voulez. Moi, j'aurais pas grand-chose à vous raconter, à part j'aime pas. Ouais, je Mais- comprends. Mais ça vous a plu? Ça vous a choqué? Ça vous a... Qui Là, on se regarde comme On est des trop poules. po- on est Hein, trop je polis. disais tout à l'heure. Bon, bah, j'y vais. Allez, Vas-y, Camille. Bah oui, non, mais Perfect Blue, c'est un chef-d'œuvre absolu. Moi, je l'avais vu au lycée. Ah ouais. J'avais vu ça. Je me souviens que j'avais été hyper choquée parce que c'est pas très drôle. C'est quand même Non, c'est vrai qu'on rigole pas beaucoup. Ouais. très glauque très vite. Et surtout, il y a un truc qui est effectivement très fort, c'est que les démons qui s'en prennent à ce personnage principal sont pas uniquement extérieurs. Bon, bah, il y a ce harceleur, effectivement, il y a un fan harceleur qui fait très 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 peur. Tout à fait. Et en même temps, il y a aussi elle qui, dans sa propre tête, on comprend qu'en fait, elle est dans le fait effectivement de faire ce choix là de changer de carrière et de se lancer dans le cinéma qui est un art entre guillemets plus noble considéré comme tel, où elle va avoir en fait une voix d'un seul coup. Ça lui fait se poser énormément de questions sur est-ce qu'elle a le droit de faire ça, est-ce que ce n'est pas rompre avec aussi la vision d'idole que les gens ont d'elle. Parce que je reviens juste rapidement sur les idoles, moi je suis pas hyper connaisseuse non plus, mais bon, je connais quand même assez bien parce que je remets pas trop la vie. Mais il s'avère que j'ai potentiellement un peu travaillé pour un mémoire sur la question des idoles. Ah bon, Ah bah, bah, tu connais bien. Un alors. tout petit peu. Voilà, un petit peu. Donc tu vas me dire que j'ai dit que des Non, conneries. pas ouais. du tout. Non, c'est juste que, par exemple, en Corée, il y a un truc quand même assez fort, c'est que les idoles, en fait, c'est l'idée qu'elles appartiennent au public. Ah, Ouais, en ouais. Corée ou Donc- au Japon, moi j'ai rien compris. Alors, en Corée, mais en fait, les idoles coréennes Ah oui, sont ok. très inspirées dans le format, on va dire, sur les idoles japonaises. Ok. C'est vraiment très très proche, enfin, c'est complètement inspiré. Et donc l'idée, c'est vraiment, comme tu l'as dit, que c'est des personnes qui ne s'appartiennent plus vraiment à elles-mêmes, elles appartiennent à l'extérieur. À leur Bon, l'image qu'on leur donne, quoi. évidemment, ça tend à changer, mais c'est ce qui explique que, par exemple, dès la première scène du film, en fait, le concert que font les trois chanteuses se fait uniquement face à des hommes d'âge mûr Ouais. qui sont Ok. complètement fans, parce qu'en fait, elles, leur cible, ça va être les hommes d'âge mûr. Tu vas avoir d'autres groupes qui vont être plus pour les jeunes filles, tu vois. Enfin, Ouais. tout ça est très pensé. Mais c'est pour des hommes d'âge mûr parce qu'elles sont jeunes et attirantes potentiellement. Exactement. Et puis Ok, qu'elles vont c'est- chanter des choses, tu vois, elles ressemblent qui presque. parlent à des. Voilà. à des- ok. Elles ressemblent en fait à des magical girls de manga, un peu à la Sakura, ce genre de Ouais. choses, tu vois. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un fantasme autour de ces personnes avec Donc c'est chaque très cringe. exactement. Et Oui. chaque idole dans un groupe a Non, un pas du rôle prédéfini, tu vois. Tu vas avoir une très mignonne, Ouais. qui va être genre celle qu'on appelle la visuelle, tu vois. Ouais. Bon, ça tend à changer, ne m'attaquez pas, hein, mais en gros, c'est un peu l'idée. Tu vas avoir une, ça va être la très bonne chanteuse, et puis tu vas avoir une, ça va être la rappeuse, par exemple, tu vois. Tout ça est très pensé, et donc... Comme les Pussycat Dolls un peu. Ouais, alors là, vraiment beaucoup plus fort. Et surtout, la différence, c'est que en Corée et au Japon, les idoles n'ont pas le droit de sortir avec des gens, par exemple. Ah bon? Ça Il y a un truc peut de pureté rompre très bizarre, leur ouais. contrat. Parce Ah bon qu'effectivement, elles peuvent pas avoir de petits copains ou petites copines, parce que sinon, elles n'appartiendraient plus, en fait, à leur Trompe public. le public. Exactement. Donc, Exactement. ouais, c'est Non, mais on est sur un niveau... Ouais. C'est des choses quoi. c'est vraiment un... Ouais, C'est un des... produit Mais marketing c'est destiné vraiment à un le public terme cible, d'idole mais c'est- est très intéressant parce que je trouve qu'il correspond exactement à ce que c'est pas vraiment des humains, quoi. C'est Ok. un autre Ok. niveau, quoi. Et donc voilà. Et c'est vrai que dans le film, en fait, ça pose la question de ce qu'est une idole et de comment, au-delà de la question coréenne, japonaise, machin, comment est-ce qu'une star, en fait, peut encore avoir une vie. Et c'est ça qui est très touchant, je trouve, dès le départ du film, c'est qu'en fait, il y a tout un montage parallèle entre elle qui chante sur scène pour ses fans et elle qui rentre chez elle, fait ses petites courses, etc. Et donc,
tout de suite, en fait, sans dialogue, il pose un vrai personnage intimement, quoi, je veux dire. Ouais. Et c'est ce qui rend encore plus violent. La cassure du cercle intime aussi. Exactement. Avec Mima's Room, le site qui est basé sur tous ces petits trucs du quotidien qui la rendent autre chose qu'une idole et qui sont épiés jusqu'à la brique de lait qu'elle achète dans le supermarché et tout. Quoi. Et la nourriture pour poissons. La nourriture pour poissons. Ouais, parce que ça, c'est une espèce de blog, en fait, pour expliquer. C'est comme une sorte c'est ce qu'on appelle un fan café. Et donc, c'est sur Internet, en gros, ce qui est très poussé par les boîtes de production pour créer, en fait, encore plus de... Enfin, réduire, disons, la distance entre l'idole et les fans, c'est l'idole qui est soi-disant en train d'écrire un blog à destination de ses fans et tout. Sauf que là, en fait, c'est pas elle qui l'écrit. Et d'un seul coup, elle voit sa vie être écrite par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est. Donc ça se faisait vraiment ça pour une idole se fait. de se faire un blog en racontant ça. Okay. C'est un peu comme Instagram maintenant, si tu veux. Ouais. Mais là, c'est via les textes et ça existe beaucoup encore mais la aujourd'hui. continuité, c'est les VTubers maintenant. Qui, je sais pas si peut-être tu connais, mais. C'est des youtubeurs, souvent youtubeuses, mais c'est des avatars fictifs en fait. Et c'est le même principe. Genre vraiment le même principe. Et du coup, t'as des streams sur Twitch avec pas des vraies streameuses, mais c'est des avatars kawaii. Et en fait, t'as toute une personnalité qui est construite avec des réactions bien cadrées sur comment l'avatar va réagir à tel truc. Et je trouve que c'est un peu la continuité des idols en fait actuellement quoi. Je suis vraiment une vieille personne. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que le film en 97, il sent déjà toutes les exactement. Il dénonce déjà cette industrie-là et il sent la dérive des réseaux sociaux arriver. Exactement. On avait parlé avec Kairo et moi j'ai ressenti c'est exactement le ce même que j'allais truc, dire de Kairo dans l'épisode sur le silence. Ça fait vraiment penser à ce discours-là. C'est vrai. Toute autre histoire. Toute autre histoire, mais oui, tu as vraiment ce truc-là où moi, je trouve c'est frappant à quel point c'est subtil et genre violent la façon dont ça parle de la représentation de l'identité numérique et de la personnalité publique par rapport à ton sphère privée, etc. C'est toujours méga d'actualité, ça a pas pris une ride et genre vraiment, le film, moi, il m'a foutu les... En vrai, il met hyper mal, hyper mal. La fin est hyper... paranoïaque en plus, et t'as plus de frontières entre la réalité, son image d'idols qui prend le pas sur sa vie réelle, et tu sais plus si c'est elle qui fait des trucs, qui s'en souvient pas, tout est brouillé, et genre c'est horrible. Et ça c'est de brouiller les frontières entre les différentes existences virtuelles, réelles, et ça c'est tout l'objet de ce qu'a fait Satoshi Kon avec ses films, et c'est très très bien parce que il le fait d'une manière suffisamment subtil pour que le scénario t'ait pas l'impression d'un déroulé complètement linéaire et pour que tu n'aies pas qu'une seule interprétation du film. Et en fait, c'est pas très grave parce que je suis pas sûr qu'il y en ait une bonne. Celle qui est bonne, c'est celle que toi tu choisis de voir et celle que tu construis dans ta tête. Et c'est disons que la mi-marine, la vraie mi-marine et la mi-marine. Parce qu'à un moment donné, elle a une espèce de double virtuel qu'on voit plusieurs fois dans le film, tout ça. En fait, c'est impossible de dire laquelle est la vraie, si elle a vraiment eu sa carrière dans le cinéma, ou si elle est restée idole, ou si elle n'est pas juste folle et qu'elle n'imagine pas tout ça. Enfin, en fait, il y a énormément de perspectives différentes possibles, et je trouve que le film raconte tout en même temps. Oui, tout à fait. Et ça crée une espèce de... au lieu de te le dérouler... je fais le signe d'un fil avec mes mains, mais au lieu de te dérouler le film sur un film, c'est une espèce de millefeuille, quoi. Voilà. Écoutez, voilà, ça s'arrête là, mais l'analogie avec la cuisine. Mais voilà, moi je trouve que c'est absolument brillant la manière dont c'est raconté. Il y a des trucs quand même qui sont très très durs. Gros trigger warning, mais ça pour toute l'émission d'aujourd'hui. Gros trigger warning, scène de viol. Là, il y en a une qui est extrêmement dérangeante. Une première qui est censée être simulée puisqu'il s'agit d'un tournage, mais qui est tout aussi affreuse, en fait, quoi. Tout aussi horrible. Moi, je trouve qu'elle est pire que tout le reste, parce que en fait c'est ça qui est très qui est parce qu'elle est sous la lumière, quoi. Oui, voilà, c'est ça, et puis ça pose aussi la question, je veux dire, des tournages en soi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des questions hyper actuelles. Je veux dire, quand on parle alors comment ça s'appelle déjà, les spécialistes de l'intimité et tout ça sur les tournages. Oui, c'est un nom maintenant. En fait, qui réalisent les scènes de sexe. Oui, et qui discutent avec les acteurs et les actrices avant la réalisation. En fait, moi je trouve que dans ce film, alors c'est paradoxal parce que c'est un animé, mais pour autant, je trouve que tu te rends très bien compte de pourquoi. Ça peut être extrêmement traumatisant.
elle est face à son partenaire de jeu et en fait Elle est seule aussi. elle est seule et elle est entourée des regards à la fois des figurants et puis des regards de toute l'équipe technique et tout ça qui sont majoritairement des hommes, beaucoup plus vieux, et c'est terrifiant. Enfin, oui, moi je vois pas à quel moment ça crée pas un traumatisme, ce genre d'expérience, même si c'est de l'acting. C'est d'ailleurs à partir de cette scène que le film vrille, que tout et que part, elle aussi moralement, ça se découle même dans le montage. À partir de ce moment-là, il y a des éléments qui se commencent à se diluer dans la narration où on n'est plus sûr de la temporalité des événements, on n'est plus sûr de qui fait quoi, et c'est là que ça part en vrille. Mais moi je voulais juste dire un petit mot parce que c'est ce qui m'a plu et déplu dans le film, c'est cette temporalité un peu abstraite où effectivement le film puise sa force dans la capacité à nous faire ressentir pleinement le calvaire que vit Mima. Donc cette distinction réelle-imaginaire, voilà, qui est vraiment terrifiante parce que le film n'est pas si horrifique que ça. Il est vénère quand même. Il est vénère. Il y a des scènes bien graphiques. Disons que, mais je pense qu'il y a une certaine quoi. distance avec le dessin aussi. Je pense qu'il y a plus de gens qui d'habitude peuvent pas regarder des films horrifiques qui là peut-être iront plus vers ce film-là. Mais moi, j'aime beaucoup toute cette partie où elle se réveille sans savoir ce qui s'est passé, si ça s'est vraiment passé, ni combien de temps s'est écoulé. Enfin, est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on est dans un délire schizophrène ou voilà. Enfin, et j'aime beaucoup toute cette partie. D'ailleurs, ça m'a fait penser. Je voudrais quand même le citer à la BD de Timothée Le Boucher, Ces jours qui disparaissent. Je vous la conseille. C'est une très très belle BD. Mais voilà, moi j'aime cet effet et en même temps l'effet un nœud dans la cervelle que j'avais à la fin m'a un peu frustrée parce que j'avais l'impression d'être un peu bête à la fin du film et de pas avoir compris. Et je sais que c'est pas le but du film, c'est pas un Nolan, et qu'il y a juste ce truc, cette sensation d'effleurer, la sensation de perdre pied psychiquement, tout ça qui est très intéressante, et je pense que c'est ce que le film veut faire ressentir, mais moi ça m'a un peu frustrée, mais c'est ma seule c'est vrai. Moi ça me dérange. En fait, moi ça me dérange un peu de sortir ouais. d'un truc où je comprends rien. C'est vrai, parce que Camille est choquée. Non, parce que pourtant, moi, je trouve que t'as justement, l'impression d'avoir très bien compris. je trouve que la fin, je la trouve très bien écrite. Sincèrement, je trouve que justement là où ça pourrait être quelque chose qui perd complètement pied, et on a déjà vu des films comme ça où tu vois, enfin, c'est quand même très difficile d'écrire quelque chose qui se tient et tout. Tu veux dire le raccrochage au réel? Ouais, là, je trouve qu'il y a quand même un truc. Il y a une vraie proposition qui est, qui peut ne pas être tout à fait satisfaisante. Moi, c'est pas la fin avec du coup, c'est. Je pense qu'il faut peut-être pas. Attention spoiler, mais moi j'ai envie d'en parler quand même. Bon, alors, si vous n'avez pas regardé le film et que vous voulez pas être spoilé de la fin, n'écoutez pas après ça. Mais moi, du coup, je raconte pas le twist, mais plutôt la toute fin. On va dire qu'il y a une sorte de happy end parce que tout est rentré plus ou moins dans l'ordre. Sa carrière dans le ciné continue et visiblement ça se passe mieux. Et à la fin, elle lâche une punchline en mode trop bien maintenant. Et en fait, moi, ça m'a foutu les grelots, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vraiment, ça m'a mis hyper mal parce que ça sonne tellement faux en fait. Il y a peut-être, moi je pense qu'il y a un effet Camille grinçant. doit nous expliquer la fin après l'épisode. Moi je pense que justement, ce dernier truc qui t'a filé les grelots. D'ailleurs, on n'a pas statué sur la signification de filer les grelots. Faudra qu'on le fasse. On s'arrête 5 minutes, on se dit voilà, c'est ça que le moment Bernard Pivot. Mais cette scène-là, moi je trouve qu'elle est là pour donner un petit peu donner un petit grinçant final. Ah ouais, c'est grinçant. Ouais. Voilà, et en fait te laisser. Exprès, du coup, vous aussi, je pense que c'est fait pour te laisser comprendre que potentiellement tu n'as pas compris. Enfin, ou que potentiellement l'interprétation que tu as à la fin n'est pas la bonne. Ah, c'est ça. Ok, j'ai compris. Du coup, en tout cas, pour en être une autre. Pareil, mais je comprends pourquoi ça t'a frustré. Bah oui, moi j'étais en mode mais du coup. Dis-moi. Moi, ça m'a juste, foutu la chair de poule en mode mais c'est horrible. Enfin, comment tu peux proposer une sorte de happy end crétin comme ça, mais ça sent que c'est évidemment mais fait toi t'as exprès. rien compris. Moi j'ai rien compris, mais toi t'as vraiment rien compris. J'ai vraiment rien compris. J'ai pas compris alors moi à la fin. Vous m'expliquerez après. Non. On parle de la scène dans la voiture, on est d'accord, dans sa caisse à la fin. J'ai rien compris alors. Bon. Et ben voilà, c'est exactement. On sait vendre un film. C'est exactement comme la scène de la toupie dans Inception. Voilà. Tout pareil. Oui, c'est Inception. Je confonds avec Shutter Island, tu vois. Ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ben voilà, vous aussi vous perdez pied en nous écoutant parler de 10 000 trucs en même temps.
Non, franchement, si vous l'avez pas vu, Oui, regardez-le. Et si vous connaissez pas Satoshi Kon, allez-y. Hein. Donc il y a Perfect Blue, Millennial Actress, Ça, c'est trop bien, ça. Tokyo Godfather Paprika. et Paprika, son chef-d'œuvre. Voilà. Bon, je l'ai dit de manière complètement péremptoire au début, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème, à part que... Voilà. Vous n'avez pas mon respect. C'est sûr. Bon, on va peut-être pouvoir passer au film suivant parce que Brice nous montre son chrono. Et effectivement, ça fait 29 minutes qu'on parle. Et donc pour le film suivant, je crois qu'on passe à Camille. Oui, alors moi je vais vous parler de Showgirls. So what are you going to Vegas for? You gonna win? I'm gonna dance. There's a spot open in the chorus line. I think you should try out. I got an audition. Okay, ladies, I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. From the creators of Basic Instinct, the last time they took you to the edge. This time, they're taking you all the way. We take the cash, we cash the check, we show them what they want to see. Ah ouais. Voilà. Ouais. La bande-annonce années 90. Ouais, avec de la techno des années 90. Et la du voix rock'n'roll. off. Et la voix off des années 90. Ouais, et alors là, il y a des paillettes à ne plus savoir quoi en foutre. Hein. Je vous préviens direct. Ouais, on n'était pas des joyeux paillettes. sur les paillettes, tout ça. Je l'ai pas dit avant, mais j'ai une gastro. Alors voilà. Bah, Mais- pensez mais- surtout à nous. Il a- parce qu'on va l'avoir après. Il a donc, son seau à vomi à côté de lui, vous le voyez pas, mais mais c'est des paillettes. Ah. il vomit des paillettes. Oui. Ouais. C'est surtout la grosse gueule d'up du nouvel an. C'est vrai que- Alors, Oh, non, pardon. chacun Non, doit non, parler non. de. Non. C'est bon, Parce qu'il a la les séquence fluide corporelle est terminée. On y arrive parce que c'est Showgirls. Donc, Et c'est vrai. Alors, Showgirls, c'est un film donc, de Paul Verhoeven de 95. Donc, Paul Verhoeven, c'est un réalisateur hollandais, très important, très très chouette. Et c'est un mec qui a donc commencé sa carrière en Hollande avec notamment un film qui a très bien marché, Turkish Delight, qui est sorti en 73 et qui lui a permis, en fait, alors j'ai entendu tout à l'heure, j'en ai écouté un podcast à propos de ça. Je ne sais plus le rapport, mais c'est un truc de malade. C'est genre, il y a eu 5 millions de Hollandais qui sont allés voir le film pour un pays où il y en a genre 25 millions. Ah oui. Je m'excuse Ça fait auprès des beaucoup. Hollandais si c'est pas le cas. Mais bon, en gros, c'est à peu près ça les chiffres. C'était l'équivalent de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en Oh. France. Voilà. T'as pas le droit de faire ça. Chacun ses rêves. Et du coup, il fait ce film qui lui ouvre les portes de Hollywood et il part à Hollywood pour d'abord faire un film de commande, film très important, Robocop, parce que il va complètement tordre justement ce qu'il aurait pu faire en faisant un truc un peu basique sur un mec dans un corps de robot. Enfin bref, vous voyez que je maîtrise pas très bien ce sujet. Et il en fait un film très cool pour le coup, parce que je l'ai vu et c'est vraiment très chouette. Et ensuite, il fait un autre film qui fonctionne très bien. C'est Basic Instinct, qui sort en 92 Yes. et qui fait de Sharon Stone une méga star juste après. Ouais. Dans la suite de Basic Instinct, il retrouve le scénariste avec qui il a bossé, qui s'appelle Joe Estera, qui est aussi, je crois, le scénariste de Flashdance. Et en fait, c'est vraiment les deux inspirations qui vont nourrir le projet Showgirls. Et le projet Showgirls, c'est assez simple. C'est vraiment genre Paul Verhoeven et Joe Estera qui veulent faire un film encore plus vénère et encore plus vulgaire surtout que Basic Instinct. Ils veulent pouvoir faire un film qui sera considéré comme PG-17. Donc c'est-à-dire où d'habitude aux États-Unis on évite ce genre de nomenclature parce que ça veut dire qu'on se coupe d'un Des public. audiences, ouais. Et là, en fait, ils se disent, non, nous, on va le faire.
ils pondent ce chef-d'œuvre. Je n'ai pas peur de le dire, parce que c'est vraiment un film que j'aime trop. De quoi ça parle ? Ah oui, non, juste pour donner peut-être quelques références. En fait, Showgirls, pour moi, c'est vraiment le film à l'américaine dans son sujet, qui est fait par un non-américain. Les deux références, c'est All About Eve de Mankiewicz, qui est donc un très grand film des années 40, je crois. Ouais, et c'est incroyable, avec Bette Davis, faut le voir. Je l'ai pas vu. Et ensuite, c'est A Star Is Born, pas la version avec Lady Gaga. Je regarderai pas. Je l'ai pas vu. Mais un film de George Cukor, donc aussi grande période du cinéma hollywoodien, etc. Ça parle de quoi ? Ça parle de une jeune femme qui s'appelle Nomi. Alors, c'est quand même, sans vouloir faire de la psychanalyse, c'est quand même assez drôle de s'appeler Nomi, parce que ça fait quand même Naomi, connaissez-moi. Bah oui. Et c'est pas anodin. Nomi Malone, No, I'm Alone. Bah oui, Oh. tout à fait. Donc ça, dans le film, il va y avoir que des petits... mais c'est surtout avec que Léo, là, on est comme ça. Verhoeven, il s'amuse à admire. mettre des petits indices comme ça, toujours... d'interprétation assez cool. Donc Nomi Malone est une jeune femme qui fait du stop, parce que ça commence vraiment comme ça. Elle fait du stop avec le pouce levé et le décolleté jusqu'au nombril pour aller à Las Vegas, parce qu'elle veut devenir une star de la danse dans les cabarets de Las Vegas. Donc une star de la danse, on parle pas du ballet, on oublie Black Swan, on la fout sous coffre. Là, c'est vraiment, on se met à poil et on danse sous les spotlights et tout ça. Et elle veut vraiment bien le faire, quoi. Et elle insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une prostituée, c'est une danseuse. Et ça va vraiment être un des trucs qui revient beaucoup dans le film. Ouais. Donc Nomi Malone va arriver là-bas. Et en fait, un peu comme tous les films à l'eau de rouge américains, elle va grimper, et puis elle va un peu perdre des plumes face au showbiz, sachant qu'elle n'en a pas beaucoup, vu qu'elle est à poil tout le temps. Voilà. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des personnages qui interviennent d'un seul coup, qui viennent un peu court-circuiter ce récit cette conquête de Las Vegas. Exactement. Notamment, très vite, en fait, elle va se faire avoir. Je vous raconte pas tout parce que c'est quand même un délice, je trouve, de découvrir le film. Elle se fait avoir très vite et là, elle a une espèce de réaction très bizarre. Elle se met à taper sur la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas dans un parking parce qu'elle a la mort de s'être fait voler ses affaires. Et arrive une jeune femme très gentille qui est en fait, en vrai, le seul personnage sympathique du film. C'est sa grande copine qui s'appelle Molly, qui est habilleuse pour un cabaret. Et pour vous donner un peu une idée de l'étrangeté de ce film, Noémie, sa réaction va être donc de taper sur cette voiture, ensuite de s'énerver contre Molly qui lui dit « mais en fait c'est ma voiture, calme-toi ». Elles vont manquer de se faire écraser, elles vont se faire un câlin. Nomi vomit avant ou après ça, et ensuite elles vont boire un milkshake. Et elle jette les frites. Ah ouais, ça c'est. Et en fait, moi je trouve que ça résume bien. Anger issues. Hein. Ça résume bien l'étrangeté de ce film, c'est-à-dire que en fait il faut savoir que donc le film sort et c'est une catastrophe en termes de résultats financiers et surtout critique. C'est surtout critique. Ouais. En fait, la critique américaine détruit le film. On considère que c'est un des pires films qui a jamais été fait sur Terre. Il y a, je sais pas si vous voyez les Reddy Awards, c'est chaque année, je crois que c'est MTV qui remet les pires films. Ils ont 7 prix aux Reddy Awards, et, dont pire acteur, pire actrice, etc. C'est un scandale. Et pire réalisateur. Et c'est quand même la première fois que Paul Verhoeven va chercher son prix. Donc c'est horrible. Comme un jeu presque de sa part, parce que lui, il le dit toujours sur le fait qu'il aime beaucoup ce film. Et le film est haï aux États-Unis. En France, il est détesté aussi par les critiques. Mais je pense on en parlera plus tard, mais je pense que j'aurais fait partie de cette team. On considère que c'est de la vacuité qui parle de vacuité, etc., que c'est extrêmement vulgaire. Vraiment, on le présente comme le film le plus vulgaire jamais fait aux États-Unis. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a que la vérité qui blesse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le problème, là où c'est quand même un peu triste, c'est que l'actrice qui joue Nomi Malone, qui s'appelle Elisabeth... Ah mais ça a dû lui flinguer sa... Elisabeth Berkley. Carrière, ouais. Ah bah, elle n'a plus jamais fait de film. Ah ouais. Enfin, ça a été vraiment très compliqué pour elle. Sachant qu'elle, c'était une petite starlette qui sortait de Sauvée par le Gong. Ah bon ouais.
Elle jouait dans la série des années drôle. 90 et donc elle fait ce film-là, c'est un peu dans l'idée de tu vois de devenir la nouvelle Sharon Stone et là ça passe pas alors qu'elle est quand même enfin qu'on La aime ou pauvre- pas le la film. pauvre, parce que c'est quand même une très bonne actrice. Ah bah, et En vrai, puis ouais, qu'on aime de ou pas ouf, le hein. film, enfin je veux dire elle le porte La de A à Z, prestation, il y a bah, une bien espèce de prestation même physique, je veux dire elle a tout donné. incroyable. Donc Ouais. elle se met à nu complètement et puis même dans ses gestes, en fait elle surjoue tout. Ah, les speed. Tout le temps, quoi. Mais moi j'adore parce qu'en fait elle est dans une c'est presque de l'expressionnisme allemand. Enfin franchement on dirait que c'est un film muet, tu vois. Ouais, Elle singe tout, elle montre tout avec ses mains alors que en fait c'est un film très bruyant. Où il y a de la musique, très bien d'ailleurs. Il y a 2 titres de Prince qui se nichent Voilà. quelque part. Donc, automatiquement dans le panthéon de Camille. Non mais tu vois, il y a toujours. C'est vrai qu'on est tout le temps dans les salles, notamment de cabarets. Enfin c'est pas vraiment des cabarets parce que c'est des palaces hôtels. C'est des hôtels, ouais. Où tu sens les fauteuils en cuir, enfin non, pas en velours, mais plein de poussière et en même temps qui sont De éclairés. Oui, c'est ça, avec des taches de gras partout, Ouais, mais sauf que personne ne peut le voir parce qu'il y a tellement de spotlight qu'en fait on voit rien. Et tout est comme ça. Et donc on va suivre Nomi qui va essayer de faire son trou, qui va rentrer dans une espèce de relation de concurrence et en même temps de désir très fort avec la star qui s'appelle Crystal Connor, qui est quand même jouée par... Alors elle est incroyable. Elle est aussi, hein. incroyable. Ouais, C'est ouais. Gina Gershon. Et Gina Gershon, c'est quand même une meuf très importante parce que, pour le coup, là où Elizabeth Berkley, on peut se dire que peut-être elle n'a pas eu conscience de la portée du rôle et de la violence du rôle et tout, Gina Gershon, elle, on est sûr que si. C'est vraiment, elle a fait ce choix de rôle parce que pour elle, c'était un film féministe aussi, avant l'heure. C'est pas n'importe qui. Elle joue ensuite dans le premier film d'Eva Wachowski, Bound, où elle joue une romance lesbienne, etc. Donc il y a vraiment chez elle un désir. Un engagement particulier. Voilà, exactement, féministe. Je tiens très à te fort. dire qu'elle a aussi terminé sa carrière dans Riverdale. Mais je l'adore. Ouais, Alors, mais- j'ai jamais vu Riverdale, mais ça pourrait être une des raisons pour lesquelles je pourrais regarder. Mais je Mais vois c'est qu'elle est... quasiment une romance, sa relation. Ah bah bien sûr. Enfin, c'est même complètement une Alors, romance. moi, je pense que c'est Enfin, une romance contrariée par le Ouais. patriarcat. Oui, parce qu'à la fin, Je en pense. fait, quand elle va la voir à l'hôpital, c'est. Enfin, Ah bah c'est une scène d'amour, Ouais. c'est Ouais, une ouais. des seules Ah bah. scènes d'amour. De toute façon, les seules relations d'amour n'existent que entre les personnages. ouais. Bah, il y a entre elle et féminin. Molly. et- Molly aussi, ouais. Exactement. Ouais. Oui, mais elles sont très violentes aussi. C'est très Ouais. violent et surtout, en gros, moi. Bon, après, on pourra rentrer dans tous les détails et tout ça, mais ce qui est très bizarre aussi dans ce film, c'est que les conversations entre femmes, alors contrairement à plein d'autres films, ne tournent pas spécialement autour des hommes, mais tournent autour de trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que la première discussion entre Molly et Nomi, quand elles sont colocataires, etc., elles parlent de chips, elles Ouais. parlent Ah ouais. de leurs ongles, elles parlent que de ça. Il y a un truc vraiment très bizarre. C'est pareil pour... Le resto, là, quand Pour- elles vont au resto. Exactement, scène culte du film. Il y a donc Nomi et Crystal qui vont déjeuner ensemble, enfin plutôt boire ensemble. Ouais, on va déj au dire. champagne. Ouais. Exactement. Comme nous. Mon quotidien. Il y a eu une ellipse, non, elles ont pas bu que du champagne, moi je me suis dit dans cette scène. Elles Ah bah, ont c'est mangé ça qui avant, non Bah, il y a un truc bizarre, c'est-à-dire Ouais. que la scène commence, elles sont toutes les deux en cuir comme si c'était un miroir, où elles se mettent à parler justement de ce qu'elles vont manger ou pas manger, et là elles se mettent à dire ah bah moi j'ai déjà mangé des croquettes pour chien. Ah bon, moi aussi, incroyable. Et en fait elles se Moi aussi. dévorent du regard. Ouais, moi aussi. C'est l'outing, ça y est. Et elles se dévorent du regard en disant ça, et en fait on dirait que tout ça est codé. Tu vois, Ouais. on dirait presque qu'elle Ouais, parle ouais. d'autre chose en Qu'il y fait. a un- Moi, j'ai essayé de chercher. Ouais, mais un- j'ai pas trop trouvé, justement. Alors, mais... Est-ce que c'est Tu vas pour pouvoir nous montrer éclairer, qu'elles Camille. sont prêtes à aller loin, à faire. Enfin, j'ai pas bien Alors- compris cette scène des croquettes. J'ai trouvé très bien. Moi, Mais- je sais pas si. Je ça sais nous pas. a rappelé des souvenirs. Mais- Croquettes. C'est dégueu, hein. l'explication que j'ai pour tout ce rapport-là, c'est je me demande si Paul Verhoeven ne s'est pas dit, plutôt que de faire semblant d'écrire pour des femmes, tu vois, des sujets. Enfin, en fait, il y a comme la volonté d'accepter que c'est un mystère, tu vois, les conversations entre femmes, et donc de jouer vraiment sur le mystère total. Ouais, ouais, Et, ok. et tu vois, enfin, moi je trouve qu'en fait, on dirait qu'elle parle de trucs, mais que nous, on comprend pas. Encodé, quoi. Exactement, on n'a pas le code de ce qu'elle Mais raconte. elles se tu vois. comprennent de ouf pour l'instant. Ah bah tout à fait, tout à fait. Il y a un truc qui se passe dans leurs yeux très fort. Mais après, il y a quand même la discussion sur les jolis seins, Ah oui, qui est un peu étrange aussi. Enfin, alors oui, parce que bon, alors les seins, ils sont omniprésents dans le film. Après, chez Verhoeven, ils sont omniprésents les seins en général. Ouais. Hein, c'est un motif Parce que qu'il adore. T'as pas cité Total Recall qui Oui. est sorti Ah oui, avec après les- Robocop, bah oui, mais il y a bon, une ouais. alien à 3 seins. Oui, Bah, bien sûr. Non, mais c'est un. il Et a juste, un je te jure. petit fétiche. Ouais.
Et juste après, il y a Starship Trooper qui va sortir. Ouais. Donc c'est quand même, on est toujours sur ce jeu-là. Il y a aussi les ongles. En fait, les moments très érotiques entre les deux actrices. C'est sur le fait de se faire les ongles. Qui va faire les ongles de qui, et en gros, qui va dominer qui en lui faisant du nail art. J'adore les ongles qu'elles ont d'ailleurs. Ça donne très envie de porter des griffes. Parce qu'en fait, ça devient carrément. En fait, c'est comme si les attributs féminins étaient poussés à l'extrême. C'est-à-dire que leurs ongles presque deviennent des griffes, moi je trouve. Leurs seins, à la fin, il y a une scène où Nomi a les tétons qui sont complètement peints, comme si elle avait des peintures de guerre. Et il y a truc avec la bouche. Toutes les actrices ont une bouche contourée. Années 90, donc avec vraiment genre. Je trouve ça très laid d'ailleurs. Le crayon et le gloss, mais qui donne un effet de babine en fait, presque. Tu vois, c'est très étonnant comme truc. Donc voilà. Et les yeux aussi, avec les fossiles, à ne plus savoir quoi en foutre. Donc, très étonnant comme film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ce film vulgaire, alors ? Bah, écoute... Mais quand même assez horrifique, parce que, parce que là, je voulais présenter gentil, mais c'est méchant. Alors, il y a un malaise un peu au début du film face, je trouve, à les artifices de Vegas, du coup, et à la machine à broyer un peu... les gens en fait en général, et en l'occurrence surtout les femmes dans le film là, mais les hommes aussi, parce qu'elles rencontrent à un moment le gars là, je sais plus comment il s'appelle. Il est chiant. Ouais, il est chiant. James, c'est James ou John, je ne sais plus. Mais en fait lui aussi quelque part on finit par le présenter. Bon, c'est quand même un sale type, mais en même temps on le présente aussi comme une personne. Il est addict au sexe, Léo. Attends, tu veux dire Smith, l'afro-américain? Ouais. Oui, c'est ça. Et lui aussi, à la fin, le coup du sort est terrible, entre guillemets, et lui aussi est victime de ce star system et de ses paillettes, et en fait de toute la crasse que cachent les paillettes, en fait. Tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi très politique dans le film. C'est qu'en fait, il y a trois personnages. Il y a trois personnages racisés dans le film. Il y a lui. Il y a Molly, la meilleure copine, et il y a une danseuse. De Crystal, là, il y a une danseuse qui est très en colère. Ouais. Elle est très en colère parce que tu sens que en fait, elle supporte plus ces rapports de coulisses, ces rapports de concurrence, etc. Et elle finit comment ? Elle finit par se faire péter la jambe lors d'une répétition par une de ses copines pas de ses copines du coup, mais par son ennemi, qui balance des perles comme ça. Enfin, c'est complètement fantasmé comme scène. Et elle finit, elle disparaît. Le copain Smith, on pense au début qu'il y a potentiellement une relation amoureuse qui va se nouer. Oui, parce qu'on y croit aussi. Oui, et qu'il soit sincère. Et en fait, lui, comment ça se finit son rêve hollywoodien, c'est j'ai couché avec une fille, elle est enceinte, je vais devoir partir parce qu'il faut que j'élève les gosses. Je vais finir comme tenancier d'épicerie parce que sa mère tient une épicerie. Voilà, alors que lui, il a un rêve de danse, qui soit détaché de ce truc, tu vois, de spectacle et tout. Et la troisième, c'est Molly. Alors, je ne sais pas s'il faut dire exactement ce qui se passe, mais Molly, qui est le personnage le plus positif. J'en parlerai. Trigger warning, le personnage le plus positif, c'est celui qui prend le plus cher. Et au moment où on s'y attend pas du tout, 15 minutes du film, elle idolâtre en fait une espèce de chanteur à la con avec des cheveux longs. Qui ressemble à Léo un peu. Désolé. On dirait un des mecs de Nickelback un peu. C'est un beau gosse. Des mecs de Nickelback, quoi. Il a les cheveux longs et une barbe. Non, mais physiquement, c'était un compliment, Léo. Et là, sauf qu'il il est monstrueux. Au début, ils s'embrassent, etc. C'est chouette. Enfin, on se dit, chouette, il lui arrive un truc bien. En vrai, dès le début, il la viole et c'est l'enfer. Oui, bien sûr. On sent qu'il y a un truc qui va pas, Il est pas hyper délicat avec le personnage de Et puis, Nomi on connaît les personnages, tous les personnages avant, et on sait ce que ça cache tout le monde, en fait. On sait très bien que ça va mal se terminer, cette histoire. Je suis dac. Mais je suis dac. Moi je parle comme dans les années 90. Écoute, qu'est-ce que tu veux moi il y a un truc que je soulignais que j'adore dans le film, que je trouve être une prouesse de mise en scène et de technique, parce qu'il y en a énormément. Je pense que le film a coûté cher. Le film est les scènes sublime. de cabaret sont trop 45 millions de dollars. C'est pour l'époque, je pense que c'est très cher. Oui. Et le film est sublime. C'est la composition de la moindre image, la moindre scène il n'y a pas de vrais extérieurs, c'est que des extérieurs trafiqués avec avec les palmiers en néon, là c'est complètement débile. Alors lui, mais c'est le mauvais goût en carré. Alors lui on n'en a pas parlé. C'est Kyle MacLachlan. C'est Cooper. Voilà, c'est Kyle MacLachlan, c'est Special Agent Dale Cooper qui a le rôle du vrai méchant en fait. C'est Orson dans Desperate Housewives.
Ouais, C'est ça, et c'est je le le disais capitaine bien. dans How I Met Your Mother. Bon, c'est ses rôles les plus glorieux, effectivement. Mais en tout cas, lui, c'est peut-être un des personnages les plus intéressants parce qu'en fait, c'est un vrai faux gentil et c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant qui a fait ça depuis des dizaines, qui vingtaines d'années. Qui manipule toutes les vedettes ouais. qui lui passent sous la main en leur faisant miroiter des paillettes et qui en fait finit par les asservir et les utiliser puis les jeter pour prendre la suivante. Ce que je trouve bien là-dedans, c'est qu'en fait le personnage de Nomi, elle finit par arriver, prendre ce qu'il y a à prendre et se barrer. Et ça, je trouve que c'est... Ouais, mais à quel prix, hein. À quel prix ? Ouais, mais elle a quand même il y a quand même à la fin du film, je trouve une note un peu un gros doigt d'honneur, tu vois. Oui, et puis elle part où ? T'as vu où elle part à la fin ? Non, elle part à Los Angeles. Ah oui, elle donc, part. tu vois, elle part à Hollywood, la meuf. Genre, d'accord, ok, on a compris. Et ça se termine sur un panneau de Nomi Malone Goddess. Ouais. Donc il y a, je trouve, un gros doigt d'honneur qui est fait et que je trouve assez satisfaisant. En tout cas, il y a un payoff que moi j'ai bien aimé à la fin du film. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. La prouesse que je trouve de mise en scène, c'est que c'est un film qui est censé, qui est un film érotique, il faut le dire. Hein. C'est pas, si vous avez moins de 16 ans, le film ne vous est pas destiné. Ouais. Mais ne le regarderez pas avec vos parents. Attendez un peu, SVP, ouais. Oui, ou alors vous pouvez le regarder, mais pas avec vos parents, Ouais, parce que ça va être gênant. Le film met en scène très Camille gênant. sourit comme si elle l'avait fait. Très gênant. des actrices. Si j'ai pas vu avec ma mère un jour. Après, ça peut donner lieu à certaines discussions. Oui. Ça peut ouvrir le dialogue. Voilà, mais le film montre des actrices qui sont exclusivement nues, mais vraiment nues. Des scènes de sexe explicites. Et la piscine. à aucun moment. Oui, moi je l'ai appelé fracture multiple de la colonne vertébrale. Les splashs, quoi, c'est le grand splash dans la piscine. Oh là là. Et à aucun moment le film n'est érotisant pour celui qui le regarde. Et ça, c'est ça qui fait qu'à visionner, c'est pas non plus. Enfin, tu vois pas les scènes comme quelque chose de fantasmé ou de hyper érotisé justement. Enfin, c'est ça qui, je trouve, rend le visionnage pas, en fait, enfin, t'as pas l'impression non plus de voir un opor. Genre c'est clairement pas ça en fait. Mais c'est dingue de se dire que on puisse faire ce film là comme ça. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas parce que je me dis n'importe quel mec parce que je sais pas, Paul Verhoeven, il devait avoir quoi, la quarantaine quand il a fait ça. N'importe quel mec de 40 ans qui fait un truc comme ça, de pas sombrer dans la vulgarité la plus crasse. Enfin, alors que le film parle de vulgarité, je veux dire, ça relève de la prouesse. Et je trouve ça. Bon, après, on n'est pas les premiers à le dire, hein, mais le film a été largement réhabilité assez récemment. Hein, d'ailleurs, il est ressorti, les gens en ont beaucoup parlé. Notamment par la communauté queer, en fait. C'est un film très important. Voilà, et à juste titre, parce que c'est un film qui mérite d'être vu et qui aurait dû faire date et qui ne l'a pas fait, enfin qui l'a fait mais pour les mauvaises raisons. Donc un gros rendez-vous manqué, en tout cas je trouve, de Verhoeven avec son public. Je sais pas, peut-être il préférait quand. Et je pense que c'est pour ça qu'il revient à Starship Troopers après. Enfin, moi je connais pas particulièrement sa carrière, mais je pense qu'il revient en fait il fait Starship Troopers, ensuite il fait un autre film qui s'appelle Hollow Man et ensuite il se barre d'Hollywood. Ouais, Hollow Man c'était, moi je l'ai vu, c'est très raté, mais moi je l'aime pas. Il part parce que en fait il le dit, hein, en fait la réaction que les gens ont eu sur Showgirls et sur ça l'a dégoûté aussi, Starship Troopers, en fait le fait qu'on lui reproche une vulgarité alors que pour lui il montrait juste Las Vegas dans ce que ça a de plus cru. Ça c'était, enfin il s'est dit, moi je veux aller en Europe parce qu'en fait moi je suis très européen en fait, c'est vraiment je pense un regard trop de gauche pour les États-Unis. Mais bien sûr, il aura bien sûr. Les deux films, enfin Showgirls ou Starship Troopers, sont extrêmement à charge contre le public. En vrai, le discours antimilitariste dans Starship Troopers, enfin en fait tu peux pas te regarder en face, je pense, avec les œillères que peuvent avoir les Américains à cette époque-là. En vrai, évidemment que l'accueil était mauvais. Moi, ça m'étonne pas que l'accueil ait été mauvais pour Showgirls et Starship Troopers, en vrai. Enfin, c'était sûr. Mais il a été mauvais en Europe aussi. Hein. Oui, mais oui. Non, mais c'est que je pense qu'on n'était pas. Ça fait partie des gens qui étaient probablement un peu en avance sur leur temps, qui avaient un propos qui était un peu trop en avance, qui sont arrivés 15 ans trop tôt. Sur un film de commande, il balance un propos anti-corporatiste et hyper à charge contre le capitalisme. Mais les gens de faire ça. Mais les gens n'ont retenu de Robocop que le côté un peu bourrin du truc. Et d'ailleurs, les suites en témoignent. Robocop 2, bon, moi j'aime bien, de Irving Keschner. Ça, c'est la tare de la science-fiction.
est un bon film, mais qui est un film de bourrin. Et le 3, n'en parlons pas, il est regardable. Mais il n'y a plus la dimension critique et grinçante et acide, bileuse que Verhoeven y avait mis. Donc, moi je trouve que d'ailleurs, cette période de sa cinématographie, elle est assez cohérente en fait. Oui, tout à fait. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, Lola ? Alors moi, Camille, c'est ma querelle éternelle avec toi. Tu le sais bien. J'ai trouvé que pour comprendre le thème, je l'ai regardé du coup, donc parfaitement dans le thème, évidemment. Mais pour moi, je vois. Je croyais que c'était les ongles le thème. T'es dit merde. Elle a fait les griffes de la nuit. Après, Édouard Romain d'Argent. Elle a fait Showgirls. Je comprends pas. C'est vrai, il y a un truc, j'ai un truc avec les ongles. J'avais pas pensé à ça. Non, mais pour moi, c'est un flop niveau horreur. Mais après, c'est pour ça que j'aimerais bien que. Là, je vais te dire en 2 minutes, je vais te dire vite fait ce que j'en ai passé. J'aimerais bien un peu que tu m'expliques parce que c'est ça qui m'intéresse fondamentalement. Mais voilà, moi j'ai un peu la même critique sur le côté horrifique que j'avais pu avoir avec Léo pour Elephant. Et encore, maintenant avec du recul, je trouve que Elephant avait bien plus de ressorts horrifiques que Showgirls. Mais sinon, le film en soi, j'ai trouvé très réussi. Il m'a beaucoup choqué, mais pas dans la manière que j'attendais. En fait, quand je dis ça, c'est pas hyper positif. Alors, j'ai trouvé très beau. Effectivement, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit au niveau de l'esthétique du film. Voilà. T'as pas parlé du personnage de Hal, il dit quoi? C'est un pimp en fait, le directeur de sa première, qui a eu un traitement Roaccutane des enfers. Le premier là, il est chelou aussi. C'est un peu les freaks. Ouais. Non, il est. Moi, j'aime bien la maman du cheetah avec les. Mais c'est ça. Mais en fait, ils sont horribles et puis en fait, ils sont pas si horribles. Ouais. Non. Tu te dis comparé à tout ce qu'elle vit après, ça va finalement. Mais c'est ce qu'elle dit, au moins c'est sincère. Mais voilà, moi il y a une scène qui m'a vraiment cringé, c'est la scène de j'ai mes règles, vérifie. Moi, je trouve que c'est assez incroyable. Non, mais c'est incroyable. Tu vois, de lever le tabou de la menstruation et d'en faire un truc genre. Je suis d'accord avec toi. Dans un acte sexuel. Tu vois, moi, je trouve ça très cool. Je suis d'accord avec toi. Non, mais en vrai, j'ai pas trouvé ça bien ou pas bien, mais juste en mode. Je sais que c'est une scène que j'ai notée, je me suis dit. Donc, on n'avait jamais vu ça. En fait. C'est ça, donc, c'est ça. Non, c'est assez incroyable. Léo, ou Thomas en a parlé tout à l'heure, la scène de la piscine, la scène de sexe dans la piscine, fracture multiple de la colonne vertébrale. Bon, voilà. Moi, j'avais une question notamment, c'est est-ce que les femmes portent des culottes au moins un jour par an, je ne sais pas. Peut-être fois à Noël pour pas faire sauter le pacemaker de Pépé, tu vois. Tu sais, il fait chaud à Vegas. Non, mais vraiment, tu te dis, elles ont des robes, mais toi, t'en as jamais porté des comme ça. Et même toi, Léo, t'en as jamais porté des comme ça. Des verres hachés, là. Les robes verres hachés. Mais non, il y a très peu de sous-vêtements. Oui. Et non, moi, mon problème avec ce film, c'est que du coup, j'attendais évidemment quelque chose à la fin. On s'attend à un drame. Une goule, un zombie, un truc quoi. Un petit fantôme, voilà, une petite entité démoniaque. Merde. Non, on s'attend à quelque chose. Et pendant en fait 1h40, moi je trouve que Verhoeven nous tease un truc horrible qui va arriver, même si tout ce qu'il nous a montré est horrible par plein de biais différents. Mais en fait, voilà, il balance... Je crois vraiment que c'est à 1h40 du film. Hein. C'est vraiment tout à la fin. C'est vraiment tout à la fin. Donc cette scène d'une extrême cruauté, moi j'ai rarement vu ça. Donc cette scène de viol avec Molly, qui est comme tu disais, le personnage en fait sympa du film, qui a rien fait à personne. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression que ça faisait 1h40 qu'il nous préparait cette scène en mode attendez, regardez le film jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un truc à regarder. Et en fait, il nous montre ça. Et moi, cette scène, elle est quand même d'une violence inouïe. Je crois que c'est dans les scènes de viol au cinéma les pires que j'ai pu voir. Elle est très courte. Elle est très courte, mais d'une efficacité sans nom. Enfin, c'est vraiment voilà. Et ça m'a un peu dérangée. Je comprends enfin tu vois, effectivement il y a un côté thriller parce qu'il y a une tension dans la digeste du film. Voilà, il y a plein de scènes qui, voilà, comme je disais, m'ont mise très mal à l'aise. Mais le côté juste, en fait, l'horreur, elle est dans le réel, ne m'a pas suffi comme excuse du film. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, mais j'ai été
déçue de le voir comme ça. Enfin, d'ailleurs, je dis j'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve qu'il a plein de qualités, mais il m'a dérangé. C'est pour ça que tout à l'heure, de manière ironique, bien sûr, je disais j'aurais peut-être participé à ça. Non, je n'aurais pas participé à ce concours immonde, mais mais j'ai un petit. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. T'as un petit grief contre la fin du film. Mais moi, je suis un peu d'accord aussi. Je m'attendais à un truc qui part, pour le coup, vraiment. Mais vas-y, pars en thriller, en fait. Pars dans un truc. Et pour moi, le côté horrible de l'industrie de Vegas qui détruit les femmes, qui détruit... effectivement, c'est là, c'est très présent. On le montre pendant 2 heures de film. Mais c'est... Enfin, voilà, c'est tout. Et effectivement, on te justifie le thriller par cette scène de viol. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quand même toute la tension, pour moi, elle s'établit surtout entre Crystal et Nomi. Oui. Tu vois, et c'est un peu l'arc principal, etc. Et c'est ça qui, moi, je trouve intéressant, c'est que normalement, dans ce genre de film, en fait, t'es du côté de celle qui va se faire éjecter par sa rivale plus jeune. Donc en fait, on devrait plus être du côté de Crystal, et là, on prend presque celui de Nomi, tu vois, enfin, en disant oui, bon, bah, enfin, elle lui a fait du mal, c'est pas très grave, tu vois. Et là, d'un seul coup, intervient genre une autre violence. Enfin, je sais pas, c'est comme si pour moi, Paul Verhoeven était dans un rapport de dire, alors ça, c'est ce que vous avez cru. Que c'était la violence du film, voilà, ouais. c'est ça. Le sujet principal, ce sera ça. Et en fait, là, d'un seul coup, il disrupte complètement avec ce personnage secondaire qui, effectivement, vit un truc, mais enfin. Molly, du coup, tu parles. Oui, c'est ça. Tu vois, mais c'est Thomas tout à l'heure. Et là où ça part en Rape and Revenge, tu vois. Oui, bah c'est ça. Mais en alors, fait, moi, je comprends pas. En fait, oui, Rape and Revenge, mais non, en fait. Ah bah si, parce que elle lui pète la gueule. Mais moi en fait, je suis d'accord avec Lola. Moi ça m'a un peu posé problème. Un peu, ok, vas-y. Ouais. Et tu vois, moi cette fin dont tu parlais de Thomas tout à l'heure, un peu sur une note positive, mais moi j'étais en mode, mais tu te rends compte, enfin le résultat elle lui éclate la gueule, certes, mais elle lui éclate la gueule, mais en fait Molly, si elle avait pas été là, enfin bon. Oui. Avec des si, on refait le monde, voilà, mais non, on croit un repas de famille à Noël, désolé. Paris dans la bouteille. mais en fait, genre partir de Vegas comme ça en mode c'est bon, j'ai résolu tous les problèmes, j'ai embrassé ma romance du coup avec Crystal que j'aimais bien, et j'ai cassé la gueule au gars, du coup c'est bon, c'est résolu, je me casse. Moi j'étais pas d'accord. Moi j'ai un peu ressenti un truc. Moi c'est pas ça que c'est pas ça que j'aime bien, c'est qu'en fait il y a dans l'acidité et l'amertume du personnage de Nomi, qui est quand même un personnage qui est, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même pas une personne. Enfin, elle a quand même les dents qui rayent le parquet. Et je trouve que là-dedans. Mais du coup, on est d'accord. C'est un discours. Elle a les dents. Il y a Verhoeven qui a une espèce de discours, tu vois, sur le cinéma et qui dit j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et salut les nazes, quoi, tu vois. Il y a un côté que j'aime bien, que je trouve très acide, très amer, très, tu vois. Mais qu'est-ce qui, pour vous, de manière très simple, pour les gens qui nous écoutent, est horrifique dans ce film? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je sais qu'on n'a pas tous la même conception. Non, mais j'avoue que j'ai un peu abusé. Oui, mais je sais que toi et moi, par exemple, on n'a pas du tout la même conception. Moi, je trouve que, en fait, moi, ce qui m'intéressait de faire en parlant de ce film-là, c'est que c'est un film qui a, par sa réception, connu un truc extrêmement violent, enfin qui a suscité en tout cas des réactions beaucoup plus violentes que plein d'autres films d'horreur du coup. Ouais. Et la question c'est pourquoi en fait, genre pourquoi ce film-là fait ça? Pourquoi? Et c'est vrai qu'il fait un truc très particulier quand même. Et puis il y a une esthétique qui est bizarre justement à la fin, la scène de vengeance de Nomi, elle devient elle-même monstrueuse. Enfin, il y a un truc dans son. C'est Predator. Son maquillage. Elle est en léopard, en camouflage à moitié. Son maquillage, il est vraiment plus humain. Enfin, il y a un truc qui se passe de transformation. Donc, c'est pour ça que je l'ai raccroché un peu à ça. Et moi, c'est surtout parce que c'est un film qui, en fait, c'est un film de genre plus qu'un film d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus. D'ailleurs, moi, le personnage principal, c'est un film un peu bourrin. Tu vois. Mais je trouve ça bien de l'expliquer. Je pense qu'il y aura plein de gens qui seront d'accord avec toi. En fait, ne me lance pas des cailloux. Non, mais je pense qu'il y aura plein de gens qui seront d'accord avec toi. Il y aura plein de gens qui n'ont pas la même perception comme moi qui se poseront cette question. Donc, je trouve ça. Mais c'est pour ça que c'est cool de parler de films comme ça aussi. Ouais. Donc, du coup, je suis content d'avoir eu. Moi, j'y vois aussi, j'ai envie de faire un dernier parallèle avec Titan. Tu avais montré Crash en faisant parler avec Stan, et là, moi, je trouve que c'est pareil aussi. Ouais. En fait, il y a un peu le même discours aussi sur la représentation du showbiz et
et de la sexualisation des corps, etc. quoi. Enfin bon, bref, c'est la dernière petite parenthèse. Ouais. Je pense que Julia Ducournau aime bien Showgirl, je sais pas. Mais... Ouais, bah évidemment, je pense. Mais... Non, mais c'est un film qui fait quelque chose. Il faut voir ce film. Il faut voir ce film. Il est, je pense, film très culte. important. Regardez le film de Verhoeven en général. Oui, voilà. oui. Non, c'est sûr. Et puis en plus, il y a des trucs qui se rapprochent plus de l'horreur dans sa filmo. On va pouvoir peut-être enchaîner avec le film suivant. On passe au film de Lola, enfin film qu'a sélectionné Lola. Tu peux dire que c'est mon film. Ouais, c'est qui a réalisé Lola aussi. Quel est ce film, Lola? Moi, j'ai choisi Last Night in Soho. Do you believe in ghosts? I want to report a murder. You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past. The guy that killed her is still out there. I have to stop him. Where are you going? I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Eh ben, il est bien. Ça donne envie de danser, de s'éclater. Il y a une bonne BO pour ceux qui aiment les 60s. Eh ben oui. Ouais, Last Night in Soho, donc de Edgar Wright, sorti en 2021, qui est un film britannique, donc le premier de la soirée. C'est vrai. Donc voilà, le seul de la soirée. Le seul, oui. Le seul de la soirée. Et pour le moment, Satoshi Kon, Verhoeven, Edgar Wright, là, attention quoi. C'est du lourd. C'est du lourd. Pas sur les mêmes niveaux, mais non. Du coup, ouais, Last Night in Soho avec donc la très connue, très en vogue Anna Taylor-Joy que vous avez vu dans The Witch, The Queen Gambit, Chose d'échec, dans Split. Dans quoi d'autre? Elle a fait beaucoup de films genre horrifiques. Ouais, le truc où ils vont dans un resto gastro là. Oui, The Menu. Ouais, The Menu. Voilà. J'ai pas vu ça encore. T'es déjà en train de râler qu'il l'avait pas vu. Le truc là. J'aime pas l'affiche. Non, ça n'a pas eu de super critique, je crois. Donc cette actrice qui joue Sandy, Thomasine Mackenzie, qui est un prénom féminin du coup là en l'occurrence, qui joue Héloïse, qu'on n'avait pas vu encore. Je crois. Une jeune actrice née en 2001, je crois. Oh là là. Je fact-check en même temps. Jésus. 2001, et Matt Smith qui joue Jack, qu'on a vu récemment dans House of the Dragon, qui sans arrêt joue un beau gosse, alors que moi je le trouve extrêmement laid. Ah non. Moi je le trouve. Il a un truc un peu inquiétant, beauté inquiétante. Oui, bah. Non. Pour moi, ces deux choses ne vont pas ensemble. Juste inquiétant pour le. Mais très bon acteur. J'aime beaucoup cet acteur, mais c'est vrai qu'il est sans arrêt présenté comme un don Juan. Voilà. Bon, après, c'est pas mon style, mais bon. Alors, elle avait joué, Thomasine Mackenzie dans pas mal de trucs quand même. Bon? Ouais, Le Hobbit. Mais elle avait 8 ans. Jojo Rabbit de Taika Waititi. Ah oui. Elle était dans Old de Shyamalan aussi. Quel film? Ouais, ne le regardez pas. Voilà. Bon, ça y est, j'arrête de t'interrompre. Ok, ok. Donc c'était pas, moi c'était la première fois que je la voyais. Pourtant j'avais vu Old avant, mais ok, elle m'avait pas marqué avant. Donc c'est un film qui parle donc de la jeune femme Eloise Turner, qui est passionnée de mode et de musique swinging London. Est-ce que vous savez ce que c'est que le swinging London? Pas du tout. Mais raconte-nous. Je vais très mal vous le raconter, mais c'est la culture des années 60 à Londres, en gros. Ok. Voilà. Donc la musique, le fashion, tout ça. Oui. Tu vois, les mods. Ouais.
C'est quoi la danse des vieux là? Le twist. The Turtles, The Tortoise, je sais plus comment. C'est The Turtles. Le rock and roll. Le Charleston. C'est pas Charleston. Là, c'est pas trop. Ah non, c'est pas Charleston, c'est plus Ouais, récent. vous avez chacun essayé de mettre un mot-clé. Voilà. Continue, Lola. Bon, vous avez une définition approximative de ce qu'est le Swinging London, qui s'appelle aussi le Swinging 60s, hein, pour les fins connaisseurs. Donc, Eloise Turner part de sa maison rurale dans les Cornouailles pour aller étudier à l'université de mode de Londres. L'expérience en résidence universitaire type Crous lui déplaît fortement, et ça assez rapidement, puisqu'elle passe seulement une nuit en coloc avec sa charmante camarade de classe Jo Casta. Ouais. Et elle se barre instant. La meuf ne fait pas d'effort. Jo Casta, c'est l'enfer. Ouais. Pire coloc. Donc elle s'en va et loue une chambre chez l'habitant, en fait. Donc là, chez une certaine Mrs. Collins, qui est une femme âgée. Commence alors une sorte de voyage onirique dans le Londres des années 60, car effectivement, dès qu'Héloïse s'endort, elle fait un saut dans le passé et elle devient témoin de l'histoire de la mystérieuse Sandy, qui est une jeune femme voulant devenir vraisemblablement une star de la scène londonienne. Enfin, en tout cas, elle sait chanter, elle sait danser, et elle est très jolie. Et donc son histoire à elle, et l'histoire aussi, son espèce de romance qui n'en est pas vraiment une, avec l'inquiétant Jack, qui n'est pas vraiment rempli de bonnes intentions concernant la jolie Sandy. Il lui fait à l'envers, ouais. Un petit couteau dans le dos. Oui, c'est un pimp. Ouais. Voilà. Moi, pour ce thème, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être souvent comme ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un film. J'ai toujours pas vraiment compris le thème, d'ailleurs. Donc, est-ce que quelqu'un peut me le réexpliquer à la fin de l'épisode? Non, mais ton film, il marche. Ok, bon. non, mais alors, ça me rassure, parce que du coup, un peu en réponse à ton film, Camille, j'en ai pris un qui parlait un peu de la même chose. J'ai regardé Showgirls et je me suis dit, bon, vu que j'ai rien compris, je vais essayer de... Bon. Donc, si vous me dites que ça marche, tant mieux. C'est complètement dans la thématique. Hein. J'en suis très heureuse parce que ça m'a donné du fil à retordre. Voilà, avec quand même ce que je pouvais reprocher à Showgirls. Là, bon, il y a quand même... C'est pas un film qui fait très très peur, mais il y a quand même quelques ressorts horrifiques, en l'occurrence à la fin. Voilà. Et puis c'est quand même un film d'Edgar Wright dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est vrai. Qui est connu pour sa trilogie, en anglais Blood and Ice Cream, donc la trilogie Cornetto en français. Qu'il a faite avec ses potes Nick Frost et Simon Pegg, qui sont assez connus. Vous tapez ça sur internet, vous allez reconnaître leur tête immédiatement. Donc Shaun of the Dead. Ils viennent de Spaced, la série c'est trop britannique. bien Spaced. Ouais. Regardez Spaced. Ah bah j'ai pas vu, mais du coup cette trilogie c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui sont des parodies de films d'horreur et d'action. C'est que des bêtes de films. Enfin, moi je trouve. Mais... C'est assez drôle. On le connaît aussi pour ses plus grosses productions, un peu plus récentes, comme Scott Pilgrim avec Michael Cera, qu'on embrasse, enfin moi que j'embrasse parce que je l'aime beaucoup. Je confonds tout le temps avec l'autre. Là, Jesse Eisenberg. Ouais, voilà. Ah mais rien à voir. Je sais, mais je sais pas. On a déjà eu la même conversation. Oui. Putain, c'est l'enfer. On radote comme des vieilles personnes. Vas-y, Lolo. Et Baby Driver en 2017. Moi, j'ai pas vu Baby Driver. Ah, c'est trop bien. Moi, j'aime bien. C'est vrai? Ah, j'adore, ouais. J'ai l'impression que c'était pas très intéressant. C'est trop bien. Moi, j'aime bien. Le montage est incroyable. D'accord. Ça vaut le coup. Ok, bah moi, je le regarderai peut-être du coup. Last Night in Soho sort 4 ans après Baby Driver et c'est son premier thriller fantastico-horrifique à peu près sérieux, si j'ose dire. C'est pas une parodie, il n'y a pas d'humour dans ce film. Voilà, donc ça c'est pour le réalisateur. Moi je l'avais déjà vu, mais je pense à moitié endormi ce film, donc je n'en avais aucun souvenir. Là je l'ai revu plus sérieusement et avec pleine concentration pour cet épisode. Et j'ai plutôt aimé. Surtout pour sa photographie que je trouve sublime, qu'on doit au maître coréen, et là Camille j'ai encore pensé à toi, Chung Chung-hoon, qui a fait en fait quasiment tous les films de Park
Chan-wook. Oui. Voilà. Donc de Old Boy à Mademoiselle. Donc ça c'est, tu vois, j'ai pas fait exprès, mais ça explique la photo effectivement. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment très très beau. Enfin, et pour le coup, moi j'ai regardé un making of de Last Night in Soho et tu vois le Dirfot faire des trucs. Enfin, ça m'a donné plein d'idées pour les prochains films de l'horreur du dimanche. Trop bien, trop bien. Si on s'inspire de lui, c'est bon. Non, c'est petites ambitions. C'est un maestro. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé voilà, toute l'esthétique des fêtes très clinquantes Enfin, et l'histoire du film en soi m'a plu. Voilà, ce que j'aime, c'est ce basculement progressif dans ce côté horrifique. J'aime beaucoup la fin, en fait, je crois, où il y a plein d'effets spéciaux qui se mélangent à des couleurs dans tous les sens. Il y a des sons dans tous les sens, il y a de la musique dans tous les sens. J'en ai parlé au début, mais moi, j'aime beaucoup la BO du film. Voilà, après, c'est que des sons assez connus, mais moi, ils me plaisent bien et je trouve que ça marche assez bien. Il n'y a pas Prince. Il n'y a pas Prince. Non mais... Voilà, et j'ai pas énormément de choses à dire. Le film est raté. J'attendais plus qu'on en parle ensemble, mais voilà, je sais pas trop si le film fait un pied de nez, parce que le film est sorti peu de temps. Bon, c'est un film qui a été retardé à cause du Covid, mais ça a été dans la vague après MeToo, tout ça. Donc je sais pas si c'est un truc qui fait un pied de nez à ça et à cette grande question de c'était mieux avant. Où on lui dit ah bon vraiment t'es sûr, voilà, mais en tout cas j'ai lu une très mauvaise critique des Inrocks et je me suis dit, j'en parlais avec Thomas tout à l'heure en off, mais qui je pense n'ont rien compris et ça m'a beaucoup déçu, qui ont traité le film de refoulé misogyne et prônant la culture incel. Incel, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des hommes célibataires malgré eux, donc qui en fait souhaitent être en couple mais qui ne le sont pas d'après eux, car les femmes sont trop compliquées et que c'est de la faute des femmes s'ils sont célibataires. Donc c'est très misogyne. Des gens doués d'une grande remise en question d'eux-mêmes. Donc merci Reddit, encore une fois. Merci Reddit. Non mais j'aimerais bien penser comme ça. C'est le niveau de l'argumentation qui s'arrête à c'est pas ma faute. La vie est plus simple. Ouais, c'est vrai. C'est pour moi. C'est elles sont trop compliquées. Oui, bah tu as un cerveau. Mais donc voilà, donc une critique des Inrocks quand même. J'ai trouvé complètement stupide. Parce que bon. Mais je vois pas non plus. En fait, je pense que le mec parlait de la fin du film où il dit qu'elle défend les violeurs. Mais en fait non. En fait, ils ont pas vu le film, c'est pas possible. Non, ça c'est sûr. Après, il y a quand même, moi, j'ai effectivement eu un peu peur à un moment donné, parce que effectivement, comme tu le dis, ce qui est hyper cool dans le scénario, c'est que c'est un personnage qui en fait est, comme beaucoup de gens, nostalgique d'une période qu'elle n'a jamais vécue. Ouais. Donc, elle est nostalgique du look des années 60. Effectivement, on adore, c'est trop beau, des coiffures, de la danse, de la musique et tout, c'est trop chouette. Et en fait, au fur et à mesure, elle revisite par ses rêves là, cette période-là, et elle se rend compte qu'en fait cette période est une réalité dans laquelle les femmes c'est juste des soumises aux hommes, que de toute façon elles n'ont aucune marge de manœuvre dans cette vie-là, et qu'en plus il y a d'autres choses. Il y a le fait c'est que des blancs, tu vois. Et je pense que ça, ils en parlent aussi dans le film avec ce personnage noir qui est son ami dans la réalité, qui est le seul personnage vraiment cool vis-à-vis d'elle et qui essaie de la comprendre et tout. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a une espèce de renversement, pour créer un twist, je pense, de renversement où d'un seul coup, je me suis dit, oulala, est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il est en train de rendre les victimes, les agresseurs comme des victimes, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un renversement entre la victime et les oppresseurs que tu penses, qui d'un seul coup te dit, mais en fait, est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Et heureusement, il sauve par. Oui, voilà, c'est ça. En fait, non. Je pense que la personne des Inrocks n'a peut-être pas vu jusqu'à la fin. Voilà. Peut-être qu'elle a rage quit en mode. Exactement. Oui, parce que, et puis quand tu connais un peu ce qu'a fait Edgar Wright, tu sais qu'il va pas avoir ce discours-là. Moi, ça m'étonne beaucoup qu'on puisse juger ce film comme ça. Surtout qu'il a eu de très bonnes critiques à la sortie. Et puis la relation entre les deux personnages féminins, pour le coup, voilà, en fait, c'est ce que enlève ce truc-là. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la méchante du film, c'est pas Madame Collins. Non. Mais en fait, c'est une antagoniste, c'est pas une c'est ça qui le discernement, et des fois, c'est pas elle est pas présentée comme une
méchante ultime, c'est une antagoniste seulement à la fin du film, et une antagoniste c'est pas pareil que genre des villains ou des méchants, tu vois. Ouais. Et puis effectivement, moi je trouve que ce twist scénaristique, il est assez cohérent en fait avec l'ensemble du film, qui est une revisite un peu désuète. Enfin, non, pas une revisite désuète, une revisite actuelle d'un style de cinéma qui est peut-être un petit peu désuet, d'un film de meurtre, d'un style de film qui est un petit peu compliqué à faire aujourd'hui. Et je trouve qu'il s'en empare de manière assez chouette, avec notamment cette relation, de ce jeu de miroir qui habite tout le film. Hein. Donc c'est compliqué quand même de dire que c'est une antagoniste. Donc là, on est en train de spoiler à mort. Hein. Mais c'est compliqué de dire que le personnage qui est joué par Anya Taylor-Joy est finalement la méchante du film, dans la mesure où en fait elle est le double et le reflet miroir, on le voit littéralement dans le film, de l'héroïne. Et c'est juste une femme qui est victime effectivement de la maltraitance des hommes et qui se venge de manière sanglante, l'apprendra-t-on plus tard. Mais moi, la fin, je la trouve relativement cohérente avec le style qu'il essaye de... Parce que tu dis que le film n'est pas parodique et tout, mais moi, je trouve qu'il a quand même un petit côté pastiche. Oui, c'est pas drôle, mais il y a un petit côté pastiche, et je trouve que la fin, elle va bien là-dedans. Ça sert le propos de l'idéalisation. C'est ça, une partie du propos du film, je pense, c'est le fait d'idéaliser une époque, et du coup, c'est pour ça aussi que ça rentre dans le thème. Et du coup, sous couvert de quelque chose d'idéalisé, en fait, la réalité qui est derrière, elle est beaucoup plus sombre. Et du coup, ça sert aussi ce propos-là dont tu parlais juste avant. Non, mais je trouve que je trouve que c'est une fin qui est assez complexe et qui est un peu plus profonde que ce qu'on pourrait y lire si on regarde le film complètement premier degré. Ça, c'est le premier truc. Et puis moi, l'autre truc que je voulais saluer, moi que je trouve génial, tu l'as dit, la photo est sublime. Et puis il y a cette espèce de parce que c'est vraiment un film très technique dans la mesure où il y a beaucoup de mouvements de caméra et beaucoup de choses, mais c'est quand même tellement agréable à regarder parce qu'il y a une fluidité dans la mise en scène. Edgar Wright, il a ce truc, moi je trouve, qui est d'attraper avec un mouvement des gens qui sont dans le mouvement. Il le fait tout le temps, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui avance dans une direction, la caméra qui arrive en face et qui attrape en fait les personnages qui bougent ou qui dansent, qui leur tournent autour. Ça, dans les scènes de flashback ou de POV, genre dans le passé, c'est trop bien fait. Justement, quand elle est dans le personnage. Je vous conseille vraiment le making-of où on voit il y a une caméra qui surplombe cette salle de théâtre, je sais pas ce que c'est comme lieu, mais en fait on voit du coup ce Steadicammer, je le salue vraiment, il a tout mon respect parce que c'est très impressionnant, qui va tourner autour des deux acteurs principaux pendant qu'ils dansent, enfin des trois acteurs en fait, et on voit les deux actrices qui donc sont des miroirs l'une de l'autre, qui s'accroupissent sous le Steadicammer pour attendre leur moment et passer dans le champ de la caméra, et en fait il n'y a pas du tout d'effet de post-production. Tout est fait en direct avec la caméra, très fort, et c'est une énorme chorégraphie. Et c'est, voilà. C'est pas juste un délire technique. Je trouve que ça ajoute un truc à la mise en scène, cette fluidité extrême, parce que tu as la continuité entre sa réalité du Londres actuel. Les phases oniriques, tout est en continuité, hein. Tu as des effets de transition, notamment quand elle passe sous sa couette à un moment donné, c'est très très réussi. Ça, c'est vachement beau. Et donc en fait tu as une espèce de fluidité, de porosité entre les deux personnages et les deux époques, où il en attrape une qui est dans un couloir, on revient sur l'autre qui est dans le miroir et on passe de l'une à l'autre en permanence. Moi je trouve ça dingue, avec les scènes en miroir, notamment une scène où elle embrasse l'acteur là, comment il s'appelle, Matt Smith. Voilà, que je trouve très très belle. Et il y a cette scène également, tu le disais, du couloir, enfin où on découvre en fait, le personnage découvre que en fait le Londres des années 60 c'est pas si cool. C'est une scène, je pense, il y a la scène du couloir qui résume assez bien cette découverte de l'héroïne. C'est la scène où on est d'un côté dans le cabaret, de l'autre côté dehors, et au milieu, elle passe par un couloir dans lequel elle voit toute une galerie d'horreur que sont en train de vivre les danseuses du cabaret dans les différentes pièces qui bordent le couloir. Et ça, c'est vraiment, je trouve, d'un point de vue, c'est hyper agréable à regarder, quoi. C'est vraiment très très joli. Et voilà. Et donc, c'est quand même un film qui a une sacrée gueule, je trouve. Voilà. Deux dernières choses, peut-être, moi que je voulais rajouter, c'était
Les effets aussi, FX, hein, c'est ça. C'est les créatures les fantômes, voilà qui apparaissent. Ça, je trouve ça magnifique. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment très très beau. Tu vois, au-delà de l'angoisse que ça crée, c'est vraiment très très bien fait. Espèce de spectres là qui reviennent et tout ça, et qui justement passe la barrière entre la nuit, le jour et tout ça. Je trouve ça très beau. Et Terence Stamp, l'acteur qui joue donc le vieux monsieur là, incroyable acteur, qui est vraiment enfin je sais pas, il a une classe, une aura, tu vois, qui chope tout de suite et qui en plus est très bien filmé. Donc non, vraiment tous les acteurs sont hyper bien respectés. Enfin c'est très très beau. Très beau film. Je trouve que c'est un film qui a le mérite d'avoir une prouesse technique. Oui. C'est clair. Film de Tekos. Mais non, pas seulement. Pas que, parce qu'il a plu à plein de gens en dehors de l'aspect technique. C'est un très bon film, je trouve, de divertissement, qui est, c'est un peu, non, faut pas dire ça. Ouais, c'est réducteur. Mais après, en tout cas, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que je pense qu'en plus c'est du PG-13 en vrai, parce que j'ai l'impression que tout le monde peut voir ce film. Oui, je suis d'accord. Et de faire un film d'épouvante qui a cette gueule-là, qui est loin d'être débile et qui peut être vu par des gens jeunes, c'est quand même bien, quoi. Tu vois, c'est rare de voir ça, tu vois. Mais c'est un peu la démarche d'Edgar Wright à chaque fois, en fait, je trouve aussi, quoi. Enfin, c'est pour ça que ça reste cohérent avec le reste de ses films aussi. Toi, t'avais vu ses autres films, toi ? Ouais, mais moi, je suis un gros Yankee de Edgar Wright. J'ai ok. Spaced, tous les films après, même ceux qu'il a pas réalisés où il y a ses acteurs fétiches. Mais Simon Pegg, trop cool. Et en vrai, Impossible. moi, ce que j'aime bien avec son cinéma, c'est genre, en fait, c'est sincère et il veut parler à plein de gens, il veut pas s'empêtrer c'est ça que je voulais dire par divertissement, c'est que c'est pour tout le monde, hein. Il a pas la prétention de révolutionner un truc à chaque fois, mais juste de faire kiffer les gens, en fait, quoi. Et c'est trop bien, et il le fait par le montage, il le fait du coup par la direction photo, parce que du coup il s'entoure de personnes très talentueuses. Et à chaque fois, quasiment, je trouve, à chaque fois, c'est une réussite en vrai, quoi. Pour ce film, il a eu le melon, parce que je sais pas comment il s'est dégoté son Deerfoot. Je sais pas, Vraiment, je sais pas comment ils se sont rencontrés, mais... Après, maintenant, il commence à avoir derrière lui genre une bonne quinzaine de longs métrages, je pense, quoi. Donc, il en a pas fait tant que ça. Il en a pas autant. Il en a pas tant que ça. Et puis tu vois, Baby Driver a pas été si bien reçu, Scott Pilgrim encore moins. Alors maintenant, c'est un peu culte. Ouais. Mais ça, quand c'est sorti, parce qu'en fait, il a fait 3 films sans sa bande de potes. Donc Scott Pilgrim, Baby Driver et Last Night in Soho. Et en tout cas, avant Last Night in Soho, les 2 d'avant n'ont pas été si bien reçus. Moi, je trouve que, enfin, c'est pas un podcast sur Edgar Wright, mais moi, je trouve que le Scott Pilgrim, c'est, après, on pense qu'on veut du film, tout ça, mais c'est la seule vraie adaptation comic book qui a compris, enfin, c'est la seule adaptation cinéma d'un comic book qui a compris comment fonctionnait un comic book. Enfin, moi, je trouve que le film est irréprochable de ce point de vue-là. Pour moi, il y a ça, il y a Spider-Man de Sam Raimi. Mais bon, après, c'est voilà. Mais Sam Raimi, big up Sam Raimi. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma d'Edgar Wright. J'ai pas de réserve sur Baby Driver non plus, alors que je sais que le film a été assez mal reçu. Moi, en vrai, Baby Driver, c'est pareil, c'est une leçon de montage, mais genre de A à Z. Bon, alors après, peut-être. T'as raison, peut-être c'est des films qui s'adressent aussi ou Tekos. J'en sais rien, mais enfin moi je sais qu'en voyant Baby Driver, j'étais genre on fire, quoi. Tout est monté en parallèle avec la musique de façon mais genre hyper bien faite, quoi. Et enfin c'est très satisfaisant à regarder à chaque fois ces films, quoi. Et au-delà de ça, le propos est cool et enfin les thèmes abordés dans ces films sont aussi genre sympas, tu vois. En vrai, faire 3 films séries de pastiches de genre, de thriller, d'horreur, de films de zombies, etc. et les faire aussi bien que ça en devient des films crédibles en tant que tels, c'est trop fort, je trouve. Il est trop fort. Mais il a été contacté par Tarantino et Rodriguez pour faire une bande-annonce, je sais plus quoi. Machete ? Non, ça marcherait bien. Je n'ai plus le nom. Vous pourrez vérifier. Edgar n'y va pas. Reste là. Fais tes trucs. Reste en Angleterre. Mais je sais qu'il nous écoute, donc c'est pour ça que je me permets de m'adresser directement à lui. Et puis si tu veux venir pour notre court-métrage ou pour le podcast. Si tu veux nous filer le contact de ton Deerfoot coréen, s'il te plaît. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer au film suivant.
Je vais vous parler un peu de Bliss, qui est sorti en 2019, réalisé par Joe Begos. Oh my god, dude, I was just fucking around! Fucking Christ, don't fucking touch me! Go outside! What? Go outside, cool the fuck off! You fucking prick! You talking, bitch! Do you believe this shit? I don't know! Fuck! The hell is the son of a bitch moving his gun in my house anyway? Fuck, are you okay? Ouais, c'est un film d'horreur, pas de doute. Ouais. Mais on n'a pas compris, par contre, de quoi ça parle. Bon, je vais vous en parler. Du coup, Bliss, c'est un film sorti en 2019, réalisé par Joe Begos. Non pas Joe Bogos, Camille. Ouais. Je fais des blagues en off. Ouais. Joe Begos, c'est un réel du coup canadien qui en est maintenant à son 5e long. Et c'est que des films d'horreur à chaque fois. Alors, de ce que j'ai compris, il a fait VFW là, et Bloody Christmas. Il fait pas que des chefs-d'œuvre. Ouais. VFW, ouais, Bliss, c'est discutable aussi d'ailleurs, on en parlera. Mais bon, voilà. C'est du coup un réel qui est habitué du long métrage d'horreur et qui aime visiblement beaucoup ça. C'est son 3e du coup long métrage Bliss dans ces 5 films là. Et donc voilà, du coup le personnage principal de Dez est interprété par Dora Madison Burge, qui est une actrice qui joue beaucoup dans ses films. Ok. Mais qu'on n'a pas trop vu en dehors de ça. Enfin, moi, elle a fait des rôles dans des séries, notamment Dexter, je crois. Ah bon ouais, mais c'est tout. Et du coup, visiblement, elle tourne beaucoup dans ses films à lui. Et on a aussi Jeremy Gardner qui joue dans Spring. Justement, en fait, il joue dans Spring. Ah, il joue dans Spring, ok. Et Jeremy Gardner, c'est aussi un réalisateur-acteur canadien qui a réalisé The Battery. Je ne sais pas si vous l'avez vu non, récemment. C'est un film de zombies. Je vois ce que c'est un film de zombies, ouais. Exact. Avec des jeunes dans une voiture. Là. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas vu. Qui est sympathique, ma foi. Mais bon, premier trigger warning du film. Attention, si vous êtes épileptique, parce qu'il y a beaucoup de stroboscopes. Il ne faut pas le regarder. Ça fait flash, flash, flash dans la tête tout le temps. Voilà. Et même si on n'est pas épileptique, d'ailleurs, ça peut être ouais, troublant. Ça peut être un peu dérangeant. On y reviendra après. Mais bon, voilà. Mais Bliss, du coup, on suit du coup la vie de Dez, dont je vous parlais juste avant, qui est jouée par Dora Madison Burge. Vie plus ou moins chaotique d'une artiste qui vit en banlieue de Los Angeles et qui galère à finir ses fins de mois. Voilà, parce que elle est en panne d'inspi en fait. Ouais, depuis qu'elle est sobre. Alors voilà, c'est une ancienne addicte, de ce qu'on comprend dans le film, proche de milieu punk assez destroy et de gros stuff, quoi, on va dire. Et en fait, son agent, au début du film, finit par la lâcher à quelques semaines du vernissage d'une expo pour laquelle elle est supposée réaliser la pièce maîtresse de l'expo, en gros, quoi. Donc, un magnifique tableau, Camille nous en parlera à la fin. Et donc du coup, en panne d'inspi, pour finir, attend son tableau, Dez doit trouver une solution. Et là, vous allez me dire, quelle solution? Une artiste de LA, ancienne addict, avec un sacré penchant pour les shooters dans les bars où il fait tout rouge et crade la nuit, fan de punk et de stoner, mais quelle solution peut-elle trouver pour trouver l'inspi? Et ben en fait, elle recontacte son ancien dealer pour lui acheter une petite... Alors qu'elle pourrait faire du yoga et de la méditation. Elle pourrait faire, oui, ouais, et boire du matcha. Voilà. Mais visiblement, elle a choisi pas la même poudre de thé, mais une autre, quoi, une petite poudre DIY fabriquée par son dealer, qui l'a intelligemment appelée Diablo. Ça veut dire le diable, en fait. Voilà. Ah bon Ouais. Comme ça, si les flics demandent ce que c'est le diable, monsieur. C'est tout. Je vous jure. C'est pas du tout suspect. Et du coup, après avoir acheté un sachet entier de 500 grammes, je pense, de cette fameuse poudre, elle part en teuf rencontrer un certain Dante. Oui. Bah écoutez, oui, on fait ce qu'on peut, voilà. Mais bon, en tout cas, elle part en teuf après et pas dans n'importe quelle teuf. Des gens qui chantent fort avec des guitares, des néons rouges, des néons bleus, des néons verts, des toilettes dégueu où il fait bon prendre un petit rail de Diablo après avoir vomi du sang. Bref, le nouvel an rêvé, vous l'aurez compris. C'était super. Dez retrouve l'inspi C'était pas loin du mien d'ailleurs. Bah oui, le Diablo. Oui, tu t'es cramé tout seul. Hein.
Mais en tout cas, Dez finit par retrouver l'inspi grâce à cette dope mystère. Mais par contre, il y a un petit bémol. Bon, déjà, elle se calme de ouf. Elle prend en moyenne 10 rails de coke par minute, je pense. Oui, je crois que c'est pas hyper conseillé par... C'est pas trop conseillé par l'agence de santé régionale, donc non, on n'est pas sur des recommandations non, c'est pas dingue. de la médecine du travail, non. Pas du tout. Et le bémol, c'est surtout qu'elle se réveille systématiquement en sang et sans aucun souvenir d'avoir peint. Mais ça marche, la peinture s'améliore, continue. Selon ses critères. Voilà, on met des guillemets. Tu dis la peinture, mais certains disent la croûte. On l'a pas encore dit, c'était pour la fin. Mais elle n'a pas de souvenir. Des blackouts à chaque soirée, la peinture avance, mais ce qu'il reste, c'est des cauchemars ou des alus, car elle sombre progressivement, quoique pas trop progressivement, dans la démence et l'addiction. Et c'est là que pour moi réside la force du film. C'est un trip chaotique, saturé, paranoïaque, dans l'esprit en train de fondre littéralement de Dez, qui est retombé dans la dope très très vénère. Et ça se traduit visuellement par beaucoup de caméras portées, beaucoup de mouvements, un montage vachement cut aussi, très déstructuré, une image qui en prend plein la gueule. C'est déjà filmé de base en pellicule et on voit le grain, mais genre, c'est... Ouais, c'est genre... c'est de la péloche. Ah bah oui, bah on voit bien les défauts de la pellicule. Moi j'avais pas vu. Bah moi non plus. Moi je pensais que ça assez clean. Moi je trouve ça beau. Mais ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher parce que c'est du 16 mm tout pourri et du coup c'est pour ça que le rendu du film est aussi mais moi je pensais que c'était travaillé en post-prod, tu vois. Mais non, c'est tout granuleux parce qu'ils ont filmé avec de la 16, enfin de la pellicule 16 mm. Pas de la 16-64. Pas de la bière. Bah ils ont filmé aussi avec beaucoup de 16-64, je pense, et du whisky, principalement du Label 5, je pense. Mais bon voilà, c'est un gros trip visuel ce film, c'est aussi un trip sonore. La bande son est vraiment trop cool. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont fans de stoner et de punk hardcore, vous allez franchement vous allez kiffer. Le chaos sonore du coup est aussi beaucoup présent. Il y a une bande son qui oscille entre du coup du stoner assez planant et assez glauque dans les clubs où elle va. Et on finit à la fin du film sur du punk hardcore hyper saturé. Voilà. Les deux groupes que vous venez d'entendre, c'est Death Crux et Arasor. Je vais couper le générateur dans le garage. Ça suffit, les gamins. D'ailleurs, son proprio est pas content quand elle passe cette musique. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est la scène où elle peint. Ouais, c'est la scène où elle peint avec cette musique et le proprio. Elle laisse le truc à donf, non mais l'enfer. Il est pas ravi, le proprio, ouais. Mais bon, la bande son complète peut être retrouvée sur des plateformes de streaming dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Mais voilà, vous tapez le nom du film et vous allez le trouver. Tout est bruyant, strident et distordu, et au fur et à mesure que d'être sombre, le film aussi en fait, quoi. Camille, tu peux nous en parler d'ailleurs. Ah bah d'accord. Non, c'est quand même une transition pour non, mais en vrai, c'était pas désagréable. J'ai pas passé un mauvais moment ni rien du tout. C'est juste que je pense que c'est un film, un petit film, pas beaucoup d'argent et tout, mais qui pâtit quand même de problèmes d'écriture. Je trouve, moi, j'aime bien l'esthétique. Je trouve qu'il y a des vraies trouvailles visuelles, notamment des scènes de douche. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, elle prend sa douche régulièrement dans un espace tout peint en noir. On ne voit que la fumée, machin. C'est assez beau, ça. Mais il y a des trucs effectivement qui sont assez classe. Hein. Le problème, je trouve, c'est l'écriture. Enfin, moi, le fait que, en fait, j'ai l'impression d'être pendant, je sais pas, 1h30 dans les mêmes décors qui reviennent de façon cyclique. Et là où ça peut être intéressant de montrer un rond enfin voilà, une espèce de vortex et tout. Là, j'ai trouvé ça un peu plat. Dans le sens où très vite, tu dis elle chute dans la drogue. Moi je trouve qu'en fait elle chute pas dans la drogue, elle met un pied, il y a un trou noir et puis on la retrouve tout en bas. C'est pour ça que c'est un peu le bémol, c'est pas du tout progressif et on comprend pas trop le côté. C'est justifié dans le film par la drogue. Parce que on en a pas parlé dans ton résumé, mais c'est justifié dans le film par le fait, la rapidité, la cinétique de la descente aux enfers est justifiée par le fait qu'elle non seulement elle consomme de la drogue, mais qu'en plus, moi c'est comme ça que je l'ai compris, en ayant
un rapport sexuel à partenaires multiples au cours d'une soirée bien arrosée. Elle chope aussi. Elle chope une espèce de vampirisme ou de cannibalisme. C'est le spoiler du film, quoi. Voilà. Mais on le capte très rapidement. On le capte assez rapidement. Qui fait qu'elle va effectivement avoir une appétence pour le sang, une soif de sang qui se surajoute au manque et à sa rechute dans la drogue, et qui fait qu'elle-même ne comprend pas. Elle le dit à plusieurs moments dans le film. Elle dit je comprends pas parce que ça me fait ce truc-là, c'est pas normal. Et donc c'est justifié comme ça dans le film. Après, bon, on peut critiquer. Voilà, moi je suis pas. Moi c'est pas tant sur l'écriture moi que je trouve le film. Moi Attends, sur les dialogues, tu trouves pas que c'est très problématique? Oui, mais finalement, les dialogues, le film n'est pas. Moi, les dialogues vraiment m'ont irrité très rapidement parce qu'en fait, il y a un fuck. J'aime bien jurer, mais il y a un fuck dans chaque phrase. J'ai hésité à mettre cet extrait où elle appelle sa pote et elle dit fuck. Ah oui, c'est non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Dans tout le film, tous les personnages sont là. C'est la scène où la caméra tourne. Oui. Ah oui, non mais c'est, enfin, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous en train de. Non mais c'est clair, il y a une représentation un peu caricaturale. Moi, c'est ce côté caricature. Le film, en fait, m'a mis le cul entre deux chaises pendant un moment, et finalement, j'en retiens visuellement une expérience qui est genre méga cool avec des super trouvailles, et genre ça vaut vraiment le coup. Par contre, il y a plusieurs moments dans le film où t'es un peu en mode, en tout cas c'était mon cas, est-ce que je rigole parce que c'est un peu ridicule, ou est-ce que c'est vraiment dark et torturé et glauque, tu vois. Et il y a plusieurs moments du film qui te font pencher dans le truc de la surenchère et pas vraiment justifiée et quand même un peu poussive. Et c'est un peu le bémol. Après, je trouve que le film en tant qu'expérience visuelle, en tant que tel et sonore, il marche hyper bien. C'est frénétique, c'est chaotique, genre le montage il a ni queue ni tête et c'est voulu, mais ça moi c'est plus ça qui moi que l'écriture en tant que telle qui est effectivement limite de temps en temps, mais moi c'est plus le côté melonesque du mec qui essaye de jouer un peu à Gaspard Noé. Alors, merci. Je suis pas du tout d'accord. Et je trouve qu'il n'y arrive pas. Non. Et il y a quelques trucs que je trouve très bien. Moi, j'aime bien sa scène de danse à la fin. J'aime bien. Je trouve qu'il y a une idée. Tu vois. Lola en parlait tout à l'heure. La scène où elle marche en cercle dans l'appart aussi est très cool. Ouais, j'aime bien les scènes de douche. Enfin, oui, bon. Voilà. Mais il y en a plusieurs, donc. Mais voilà, j'aime bien effectivement les scènes que Camille décrivait préalablement. Mais je trouve que c'est encore un mec qui essaye de faire un joujou avec la caméra et qui refuse à filmer parallèle au sol. Qui se refuse à filmer parallèle au sol. C'est gonflé de dire ça. Mais... Pour un mec qui adore Gaspard Noé, c'est gonflé. Mais quand c'est Gaspard, c'est pas pareil. Et lui, il a le droit parce que c'est mieux. Après, je tiens à repréciser qu'on parle d'un réal qui a commencé ses longs métrages dans les années 2010, il me semble, et qu'en est à ses débuts dans sa carrière cinématographique. C'est pas Gaspard Noé non plus. Mais après, le gars, il finit, je trouve, par t'avoir un peu au forçage, tu vois. Genre il en met tellement que au bout d'un moment t'acceptes, tu vois. Et ça, bon, il y a un côté c'est pour ça que je trouve que ça marche, tu vois, mais bon, c'est effectivement il y a les problèmes d'écriture secondaires et puis les représentations un petit peu caricaturales du monde punk underground probablement, et probablement du personnage de l'artiste torturé. Oui, moi j'ai quand même eu l'impression d'être beaucoup face à un fantasme adolescent, tu vois. Un peu. En fait, c'est marrant parce que je l'ai vu donc avec, je sais pas si je vais redire son nom. Bon bref, il se reconnaîtra. On a du mystère, on aime bien. Pas du tout. Bon bref, avec cette personne qui connaît bien, enfin qui me disait mais c'est marrant, c'est vraiment du splatter punk, qui est un mouvement notamment littéraire. D'horreur qui joue en fait sur cette contre-culture punk et tout ça, avec la levée de tous les tabous qui soient sexuels, tu vois, liés à la drogue, ce genre de trucs, enfin qui confondent vraiment ce truc-là avec à côté les côtés un peu plus kitsch du vampirisme et tout, et qui jouent avec tout ça, tu vois. Moi j'ai eu vraiment l'impression d'être face à un... Tu vois, le scénario, c'est quand même Jérémy, 17 ans, qui aime bien la musique punk. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, les rapports... Je suis désolée, mais... à la fois ça, pour moi, c'est aussi ce qui rend le film sincère. Et c'est là où c'est la représentation des groupes qui jouent sur scène et de la bande-son, c'est qu'il y a un vrai amour pour cette culture. Je suis d'accord. C'est ce qui rend le film pas problématique. Parce que moi, il y a quand même... je suis désolée, je vais faire ma petite...
la pénible, mais genre à la fin il y a une scène où elle pète un câble face à son tableau et elle commence à se foutre à poil parce qu'elle est pleine de sang pour enduire le truc, enfin sauf qu'elle est en string, cette scène, cette noire et il arrête pas de filmer son cette cul. Cette scène est un peu oubliable. Oui bon, moi c'est un peu lourd. Moi c'est ce que je veux dire, effectivement, mais je trouvais qu'il y avait un peu cover de punk, on a mis une meuf à poil et puis elle est en string et puis voilà quoi. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a une idée dans la scène. Tu vois, moi je trouvais que c'était why not, tu vois. Je trouvais ça bien, ce pétage de câble final où elle termine son tableau. Moi j'avoue que la partie du film qui m'a le plus plu, c'est le chaos quotidien. C'est vraiment la vie frénétique. Le partage dans tous les sens, la genre, nuit tout omniprésente. Ça j'ai beaucoup aimé. Même la représentation de la ville est cool aussi. Le fait que tous les soirs il y ait une soirée genre où tout le monde se dope à fond, qui représente en vrai une certaine réalité aussi dans ces milieux-là. Hein. Enfin, faut pas non plus. C'est pas seulement un fantasme en fait. Oui, quoi. oui, enfin, tout à fait. Donc voilà. Mais oui, le film, c'est pour ça que je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises, c'est que à la fois t'es partagé par ce truc-là, en mode ok c'est crédible, et en même temps c'est quand même un peu l'impression de voir un ado qui est en mode ouais trop bien le punk, la drogue et tout quoi. Voilà. Et toi Lola, ça t'a... Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film d'horreur. Un bon doigt d'honneur à Twilight, déjà. Ah oui, c'est vrai que c'était un bon doigt d'honneur à Twilight, pas VG. Déjà, j'étais contente. C'est le Twilight 5. J'étais contente d'avoir ça après notre dernier épisode. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pas, au niveau écriture, il y a quelques problèmes. Moi, c'est pas ce que j'ai retenu du film. J'ai trouvé qu'il y avait des effets vachement, c'est très gore. Et j'ai trouvé ça super beau. En fait, voilà, c'est des effets réels, très très bien faits. Moi, ça m'a beaucoup plu, beaucoup dégoûté aussi, mais c'est en général c'est que ça me plaît. Ah oui, la scène quand elle... Non, le pire, moi, c'est je trouve quand elle lui ouvre le cou pour voir direct... Ça, c'est chouette. Ça, ou l'œil, quand elle lui perce l'œil, après, elle boit le jet de sang. Voilà, là, on a des vrais vampires, en fait. Là, j'étais en mode, c'est bon, les paillettes au soleil. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a un peu donné la nausée, mais c'était pas forcément désagréable. Elle a beaucoup la nausée dans le film, elle aussi. Mais voilà, après, j'entends toutes les problématiques du film. Je m'attendais pas à un truc extra... Je m'attendais pas à un truc genre It Follows, tu vois, enfin c'est plus un film d'essai pour moi et en mode vas-y je montre tout ce que je sais faire et il le fait assez bien, je trouve. Maintenant oui, il y a plein de son tableau, c'est une croûte en effet, jamais j'accrocherais ça dans mon... C'est juste en termes d'efficacité, tu vois, je trouve qu'il y a plein de trucs en fait. Il y a plein d'idées, mais je trouve il les met. C'est pour ça que je dis écriture, c'est parce que, par exemple, le vomi, tu vois, en fait, elle vomit pas une fois, elle vomit 4 fois. Oui, ça fait qu'au bout d'un moment, ça s'annule, tu vois. Enfin, mais comme tu dis, comme le vomi annule le vomi. Non, mais c'est un peu dommage parce que en vrai, c'est choquant comme truc et tout, ça marche bien et tout. L'actrice est bien. Mais au bout d'un moment, et puis moi le rapport à la drogue, en fait au bout d'un moment je peux pas. Enfin, elle prend, je prends une centaine de traces et au bout d'un moment t'es un peu là, mais c'est bon. Après tu vois, moi je trouve que le film parle relativement bien, en tout cas dans sa représentation visuelle et rythmique de l'addiction. Oui. En vrai ça marche. Franchement ça marche. Et comme après une soif qu'on ne peut pas étancher. Ouais, et puis même dans le montage c'est le ça, truc le hyper parallèle. décousu et frénétique. En vrai ça marche, ça marche. Ça marche. Non, il y a des trucs tentés qui sont écoute Léo, t'en es à ton troisième film de vampire. Je crois que je suis parti. Moi, Twilight, ça m'a retourné. T'étais déjà sur 30 jours de nuit et tout ça. Je t'annonce que c'est le meilleur des trois pour le moment. Nickel, putain. Alors moi, mon classement personnel, c'est 30 jours de nuit en dernier. Il a osé mettre Twilight au milieu. Twilight en 2. Et on a bien compris qu'il avait un amour pour cette franchise. Et celui-là, je le mets en prime. Il a la gastro. Celui-là, je le mets quand même en prime. On a tout dit sur Bliss. Regardez-le, un bon moment. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Oui, ça dure 1h10. Oui, en fait, c'est pas long, quoi. C'est une expérience visuelle. Et tu vois, moi, je trouve ça moins prétentieux que Gaspard Noé.
Et ben voilà. C'est le combat éternel. Il manquait la petite. Le combat séculaire, mais qui va se poursuivre. En vrai, je m'auto-caricature. Qui va se poursuivre au fil des épisodes. Je vais vous sortir un Neon Demon, un de ces cas, ça va vous faire tout bizarre. Ah bah alors là, on va. Non, on vient pas. Moi, je viens pas à cet épisode. Si, moi je viens et je dis j'aime pas. mais si on pourrait en parler. Il a failli se trouver dans la sélection de ce soir. Il aurait été très bien dans le thème. Il aurait été très bien, mais il sera très bien dans d'autres thèmes, vous inquiétez pas. Ou pas. Nicolas, on va s'occuper de toi. MWR. On va te rhabiller pour l'hiver prochain. Ouais. On en a donc fini avec les films de ce soir. Et nous allons nous quitter sur une petite volée d'histoire de dimanche. Alors bon, ça va être rapide. Hein. Dimanche, il y a 2 semaines, c'était Noël. Dimanche, la semaine dernière, c'était Nouvel An. Bon. La fête. Voilà. La fête. La gueule de bois. Les 3 kilos qui... moi, je voulais quand même juste dire, parce que je me suis dit quand même, je ne l'ai pas regardé dimanche, mais c'était le lundi d'après le dimanche du lendemain du Nouvel An. Le lundi, c'est souvent après le dimanche. Ouais, bah alors là, attends, je suis en train de réfléchir à la propre phrase. C'est pas mal. Inception. Ouais. J'ai tourné la toupie, Thomas. J'ai fait une Christopher Nolan. Mais donc, en gros, le lendemain, qui était un peu un équivalent de dimanche, un faisant fonction de dimanche, on a regardé une série qui s'appelle Un meurtre au bout du monde. Et en fait, on n'a pas fini de la regarder, mais j'adore déjà. Et je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que c'est par les créateurs, donc qui s'appellent Britt Marlig pour la femme, et l'homme qui co-crée la série avec lui, c'est Zach, j'ai peur d'écorcher son nom. Ou Snyder. Batmanji ou Batmanjil, je ne saurais pas exactement le prononcer. Et c'est les gens qui avaient créé cette merveilleuse série. Certains me jetteront des cailloux en me disant que c'était ridicule. The OA. Voilà. Oh là là, quel enfer. Voilà. Et ben moi j'avais adoré The OA et leur nouvelle série est sortie et j'aime beaucoup. Voilà. Léo, tu me... Non, mais j'ai pas vu la nouvelle, mais The OA, j'avais bien aimé et puis après j'ai trouvé ça, mais désolé, hein, mais à chier quoi. Ouais, bah voilà. Ouais. Écoute, mais toujours des avis en retenue et nuance. Ouais, c'est une recommandation, c'est pas grave. Voilà. Donc non, mais du coup ça m'a fait penser The OA. Je sais pas, je trouve qu'elle est sous-cotée cette série. Moi j'aime bien. Léo déteste. Regardez-la, vous ferez un avis. Voilà. D'autres trucs à ajouter, d'autres petits trucs en... Bah non, moi par la gueule de bois, les repas de Noël végétariens. Ouais. C'était très bon, on a bien mangé. Ouais, on a bien mangé, ouais. Mais ça vous intéressera pas trop ce qu'on a fait ce dimanche. Bon. Ouais, on est d'accord. Non. Vous avez tous fait la même chose. Vous sachiez pas, oui. Ouais. Ouais, on avait pas mal de Diablo. Ouais. Je peux vous dire ouais, beaucoup. Bah, ouf, ouais. Et des paillettes. Ah oui, des paillettes, oui. Ouais. Ok, écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être toujours présent en 2024. Bonne année. Voilà. La santé. Des gros bisous. Bonne santé. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. La bise.